bonsoir à tous. Je suis Karine Vérel, coprésidente de la FSPF 44 avec Denis Millet. Je suis aussi élue URPS des Pays de Loire et je suis titulaire d'une pharmacie à Clisson, donc ville connue pour le Hellfest et qui est chère à mon cher coprésident. Donc, avec tous les membres du bureau de la FSPF 44, je vous souhaite la bienvenue au Tour de France de la FSPF ce soir à Nantes. L'objectif de cette soirée est de vous présenter la nouvelle convention dont le thème principal de ce soir est l'exercice coordonné. Donc, je remercie le doyen de la faculté de pharmacie de Nantes, M. Gaël Grimandi, et son vice-doyen, M. Fabrice Pagnès, donc de nous accueillir dans cet amphi. Merci aussi aux représentants de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, avec la présence de M. Florent Pouget, donc directeur de l'offre de santé en faveur de l'autonomie, et Mme Géraldine Siambedi, donc qui est pharmacien inspecteur. Merci aussi aux représentants de l'Ordre régional des pharmaciens. J'ai vu M. Foucault. Je ne sais pas si M. Coutable est présent. Voilà. Il est à Paris. Donc merci à M. Foucault de représenter l'Ordre. Je remercie la CPM de la Loire-Atlantique avec son sous-directeur, donc Thomas Bouvier. Merci aussi à la présence du président de l'URPS pharmacien Alain Guilleminot et les élus de la région et notre chargé de mission. Il y a aussi la représentant de l'IA, donc l'intelligence apprentie, M. Tual. Merci à tous les grossistes répartiteurs, l'OCP, la SERP Rouen, la SERP Bretagne, Phoenix Alliance Santé. Donc ces réunions ne pourraient pas être réalisées sans nos partenaires laboratoires. Donc merci au laboratoire Sandoz, Sanofi, Zentiva et le représentant de Paymed. Alors, et vous les pharmaciens, donc merci de votre présence. Avec votre équipe de préparateurs. Et je remercie aussi beaucoup tous les étudiants présents ce soir, qui sont là en grand nombre. Et j'ai remarqué sur les replays la présence de Servan Lalinec, donc qui défend très bien la pharmacie d'officine, et qui a un très beau sourire, et qui fait le tour de la France avec Philippe Bessé. Donc moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait un relais des étudiants. Je trouve ça vraiment super. Donc, si j'ai oublié des personnes, venez m'en excuser. Je laisse maintenant la place à notre président de la FSPF nationale, M. Philippe Bessé, pour présenter la soirée. Hop. Merci à toutes et tous. Bienvenue à Nantes. Non, c'est moi qui viens à Nantes en fait. Vous êtes déjà de Nantes. Très content d'être parmi vous ce soir. Je suis impressionné par le titre de M. Foucault, trésorier de l'Ordre. Pour moi, c'est Emmanuel, vice-président de l'Association en pharmacie des étudiants de Toulouse, que je retrouve après 30 ans installé à Nantes. Donc ça fait toujours plaisir quand on fait le tour de France comme ça. On rencontre en fait, on est une petite famille les pharmaciens. Et on rencontre tous les gens qu'on a croisés, tous les étudiants qu'on a croisés étant jeunes. Vous verrez, il y a pas mal de jeunes dans la salle. Vous connaissez vos collègues de la promo de Nantes, mais vous connaissez aussi, si vous allez dans les AG, un petit peu tous les autres étudiants, et puis vous les verrez toute votre vie. Et donc ça, c'est assez cool. Alors, nous faisons effectivement ce Tour de France. Nous avons signé cette convention nationale pharmaceutique au mois de mars. Et nous avons eu envie à la fédération de partager le travail que nous avons mené pour essayer d'engager la profession dans une nouvelle voie. Ce texte est arrivé en mars de 2022. Il est assez récent. Il est passé au journal officiel donc au mois de mai, et pour des raisons juridiques que je vais vous passer parce que
ne vous intéresse pas forcément, mais en fait, il y a un délai de 6 mois avant la mise en application des revalorisations tarifaires. Et donc, c'est à partir du 7 novembre que la plupart des nouveautés de la Convention ont vu le jour. Donc, vous les voyez depuis lundi dernier, et notamment donc le cœur du réacteur, qui est mon expression fétiche, et qui est la vaccination, puisque c'est ça que nous avons négocié dans cette Convention nationale pharmaceutique. Vous dire que nous avons voulu, pour vulgariser la Convention, qui est un texte qui est assez austère, il fait 180 pages, publié au JO, nous avons voulu créer donc un e-book que vous trouverez donc sur notre site internet et qui vous permet de voir l'ensemble des missions du pharmacien avec une fiche qui vous permet de savoir les éléments principaux, la façon de faire, les modes de tarification, tout ce qu'il y a à savoir sur la mission et bien sûr les liens hypertextes vous permettant d'aller plus loin si vous le souhaitez. Cet e-book, en fait, on va le consulter pendant cette journée et ce document qui va devenir votre livre de chevet dès demain, vous allez avoir dans une première partie, et c'est Denis qui va faire ça, un aperçu de l'ensemble des nouveautés, des nouvelles missions qui sont incluses dans cette convention. Sachez qu'au principal, cette nouvelle convention a un focus très fort sur la prévention. Et donc, ce sont les thèmes autour de la vaccination, du dépistage, des entretiens. C'est tout ça que nous avons voulu mettre en œuvre dans cette convention. Avant de laisser la parole à Denis, donc après Denis, nous aurons donc le thème du jour, qui est donc l'exercice coordonné. À chaque fois, à chaque étape du Tour de France, nous faisons un thème. Nous avons traité la vaccination à Marseille, le dépistage à Lyon, les entretiens à Nancy, la qualité et la rémunération sur objectifs de santé publique sur le bon usage du médicament avec la dispensation des médicaments génériques et demain biosimilaires et hybrides à Rouen. Nous sommes ici à Nantes pour faire la première partie de la rémunération sur objectifs de santé publique sur le parcours de soins et le numérique. Donc nous faisons à Nantes donc l'exercice coordonné et nous allons faire la semaine prochaine à Rennes le numérique en santé. Et donc pour ceux d'entre vous qui sont au milieu entre Nantes et Rennes, vous pouvez venir à Rennes la semaine prochaine, je vous y retrouverai. Vous trouverez en replay l'ensemble des thèmes que traitent nos experts dès la semaine suivante. Il nous faut à peu près une semaine pour mettre en ligne. Donc Rouen n'est pas encore en ligne, mais va l'être très prochainement. Et vous pourrez ainsi voir ce que disent nos experts sur chacun des thèmes du Tour de France. Nous terminerons ce Tour de France à Paris avec notre ministre pharmacien, Agnès Firmin-Lebaudot, pour nous projeter dans l'avenir et pour voir ensemble qu'est-ce que nous allons faire demain suite au Conseil national de la refondation dont j'ai appris qu'il était, cher Alain, à Nantes aujourd'hui, c'est ça? Et donc voilà, donc nous étions chez ces conseils nationaux de la refondation qui vont dessiner la santé et la santé publique de demain. Avant de laisser la parole à Denis, donc Denis présente la convention, 20-25 minutes, vous aurez tout le panorama de la convention. Ensuite, focus avec nos deux experts, le représentant de l'ARS, le représentant de l'assurance maladie, sur l'exercice coordonné. Et ensuite, un débat. C'est-à-dire qu'en fait, préparez vos questions, essayez de ne pas être comme la semaine dernière où ils n'ont pas réussi à poser une question. Je pense qu'à Nantes, vous allez être plus fort qu'eux, qu'à Rouen. Donc, commencez à réfléchir à vos questions. Si vous n'en avez pas comme à Rouen, ce n'est pas grave. J'en ai reçu plein des internautes, donc on prendra celle que j'ai. Mais quand même, donc, nous ferons une autre table ronde comme d'habitude, avec Servan qui a l'habitude, et puis avec les représentants de l'ARS et de l'assurance maladie. Avant de laisser la parole à Denis, bien sûr, je tiens à remercier nos partenaires. Donc, on a un petit film de 3 minutes pour remercier les partenaires qui vous ont offert le buffet, qui nous permettent de faire ce Tour de France, qui est une organisation un peu dingue. Et j'espère qu'on ne va pas faire ça tous les ans, Denis, quand même, ça.
Créée il y a plus de 30 ans par des pharmaciens, R+ est une entreprise de nouvelles technologies accompagnant les professionnels de santé, leader dans la gestion du tiers payant et de la permanence des soins, avec les marques Réseau Pharma et Réseau Garde. L'ensemble des collaborateurs R+ est heureux de vous accompagner dans ce tour de France de présentation de la nouvelle convention pharmaceutique. Au sein de R+, nous nous efforçons chaque jour de simplifier et faciliter l'activité de nos clients pour que ceux-ci optimisent leur temps disponible pour les patients et leur rentabilité. R+ propose à ceux d'entre vous qui n'utilisent pas le service rapprochement bancaire Réseau Banque, qui permet, grâce à une interface optimisée et un algorithme intelligent, de suivre facilement et rapidement les impayés de tiers payants, de le tester sans engagement et gratuitement 4 mois. Contactez-nous avec le code Tour de France. Je passe la parole à Paul-Henri. Merci Philippe et bonjour à toutes et à tous. PMED est une initiative portée dès son origine par R+, la fédération et 7 syndicats de professionnels de santé. Notre vocation est de simplifier l'encaissement et le recouvrement du chiffre d'affaires des professionnels de santé et des officines en particulier. Dans un contexte où vos missions s'élargissent, où le recrutement de nouveaux collaborateurs se complexifie, l'externalisation des tâches administratives chronophages et la gestion du tiers payant en est une, vous permet de concentrer vos ressources au comptoir. Aussi, nous avons co-construit avec Réseau Pharma, R+, une offre complète de services pour déléguer de A à Z, selon vos besoins, la gestion de votre tiers payant. Vous pouvez les souscrire dans des conditions préférentielles, pouvant aller jusqu'à 50% de remise pendant toute la durée du Tour de France. N'hésitez pas à nous contacter sur pmed.pro avec le code Tour de France et bons travaux à toutes et à tous. Chaque jour, nous agissons pour créer la médecine de demain, rendre possible l'impossible. C'est notre volonté de poursuivre les miracles de la science qui nous rassemblent. Pour relever ce défi immense, nous avons un atout unique en France, l'alliance de notre capacité d'innovation et de notre force industrielle. Nous avons entre nos mains cette chance, améliorer la vie des gens. Quels que soient nos métiers, quelles que soient nos compétences et nos différences, nous sommes engagés aux côtés des Français. Science, excellence, France, faire rimer ces mots, c'est notre engagement. À nous, les femmes et les hommes de Sanofi en France. Voilà, bonjour, après ce petit intermède, on va reprendre. Donc merci Philippe pour ta petite présentation, merci Karine aussi pour ta présentation, merci à tous d'être là. Je me présente, donc je suis Denis Millet, je suis coprésident de la fédération du 44, aux côtés de Karine Vérel, anciennement aux côtés d'Alain Guillemino. Je suis pharmacien à Nantes, Nantes Sud, l'extrême pointe sud de Nantes. Et je suis au bureau national depuis maintenant 6 ans et demi. D'abord 3 ans avec Philippe Gartner, qu'on a vu tout à l'heure sur R+, et puis ensuite depuis 3 ans et demi avec Philippe Bessé. D'abord à l'économie, et maintenant je suis secrétaire général de cette grande maison de la rue Balu, dont nous fêtons les 100 ans la semaine prochaine. D'ailleurs, ça fait 100 ans que les pharmaciens se sont cotisés pour acheter cet immeuble rue Balu à Paris.
Donc c'est un bel événement qu'on va fêter la semaine prochaine au cours de notre Assemblée générale. Voilà, donc ce soir je vais vous présenter succinctement, parce que je dois aller vite et il y a beaucoup de choses, la convention. La convention, vous savez, c'est un aboutissement d'un travail de plusieurs mois auprès de la Caisse. C'est long, c'est compliqué, ça mobilise toutes les équipes de la fédération, que ce soit les élus comme nous, que ce soit les permanents, parce qu'on emploie beaucoup de juristes, etc. Donc c'était assez long, et je vais être obligé de vous résumer ça assez succinctement. Je crois qu'il y a presque 180 pages dans cette convention, et je n'ai que quelques minutes pour le faire. Donc on va commencer par vous décrire, bon, il y a différentes choses qu'on va faire, je vais passer très vite, parce que je vais y revenir. Renforcement du rôle du pharmacien, vaccination, entretien de la femme enceinte, le Ségur de l'environnement, le numérique, les exercices coordonnés, c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, un petit peu compliqué tout ça, c'est quoi se prendre la tête, mais vous allez voir, on va y arriver. Donc on va commencer par la phrase d'Olivier Véran, parce qu'elle est importante. La nouvelle convention pharmaceutique fait du pharmacien de ville un acteur essentiel des programmes nationaux de dépistage et de vaccination. Ça montre l'évolution du métier qui a été très nettement actée par cette convention. C'est la troisième convention vraiment qu'on signe avec la Sécu. La première, c'était une convention purement de tiers payant. On a vraiment institué le tiers payant. Ensuite, il y a une convention qui a été plus longue puisqu'elle a été prolongée par un avenant, qui était la transformation de nos revenus de purement économiques liés au prix du médicament à des honoraires. Vous savez que maintenant, ça c'est mon métier d'économiste au début à la Fédé, plus de 75% de notre revenu lié à la vente des médicaments est lié à des honoraires. Vous les connaissez tous, ils ont des noms barbares, mais on a institué ça et ça marche plutôt bien. Voilà, donc ça c'était l'évolution des trois conventions. Et maintenant on a une convention qui est beaucoup plus métier, donc vous allez le voir. Et on va commencer par les premiers slides qui sont sur l'amélioration de l'accès aux soins. Donc on commence par la téléconsultation. Vous savez que la téléconsultation existait déjà. Elle a été un peu améliorée au niveau tarification, puisqu'on a pu obtenir qu'il y ait un peu plus d'actes qui soient rémunérés, puisque ça va jusqu'à 146 patients, jusqu'à 150 patients en réalité, qui seront rémunérés quand vous les assistez. Les assister, c'est-à-dire il faut que vous ayez le matériel. Le matériel obligatoire, c'est un stéthoscope connecté, un otoscope connecté, un oxymètre de pouls et un tensiomètre. Quand vous avez ces quatre matériels-là que vous mettez dans une pièce séparée, ça peut être une cabine que vous achetez ailleurs ou une pièce chez vous, vous avez droit à la rémunération qui est indiquée là-haut. Toutes ces pages, là Philippe a défloré le sujet, toutes ces pages, c'est celles des pages de notre e-book, tout ce qu'on vous projette. Cet e-book, il est vraiment super bien fait. Je conseille à tous les adhérents d'aller le voir et de le consulter, et tous ceux qui sont non adhérents, d'adhérer pour pouvoir aller le consulter. C'est vraiment quelque chose qui a été très bien fait. Donc voilà, il y a une forme de structure, des rémunérations à l'acte, ensuite accompagnement de chaque patient. Ce que dit Philippe est important, c'est qu'on appuie cette notion, mais ce qui est important pour nous, c'est quand même d'avoir d'abord un médecin physique présent à côté de nos officines. Et donc on va être un peu attentif à ce que va donner la nouvelle convention avec les médecins, avec ce que va donner le PLFSS pour vraiment ramener des médecins auprès de nos patients, parce qu'on a d'abord besoin de ça. La télémédecine, c'est bien, ça peut être utile dans les urgences, mais ce n'est pas la panacée. Voilà. Ensuite, le pharmacien correspondant désigné par le patient. C'est important de désigner par le patient. Les pharmaciens correspondants, c'est une notion qui existait déjà. La négociation n'a porté que sur la rémunération des nouveaux actes qui vont nous être affectés, parce que tout ce qui est du pharmacien correspondant existe dans la loi. Ça reste encore à améliorer, il y a beaucoup de choses encore à faire évoluer. On travaille régulièrement avec les ministères pour que tout ça évolue. Donc, quand tout sera bien mis en place, une fois que vous serez désigné pharmacien correspondant, désigné par le patient, vous aurez droit de renouveler des traitements chroniques, vous aurez le droit de faire des adaptations de prescription. Et ces actes-là pourront être rémunérés dans certaines zones très précises, des ZIP et des ZAC, zones d'intervention prioritaire et zones d'action complémentaire. C'est des zones qui sont un peu en détresse économique et de prescripteurs notamment. Donc dans ces zones-là, on pourra avoir une rémunération pour l'acte de pharmacien correspondant. Je passe. Ensuite, on va aborder la vaccination. Alors, Philippe a défloré ma phrase fétiche, qui était la sienne, qui est la vaccination, c'est le cœur du réacteur de cette convention. Vous le savez, sur la fiche, vous le voyez, mais je pense qu'il y avait marqué que ça devait démarrer qu'au 7, mais le 7 est passé. Donc, depuis le 7 novembre, nous avons le droit de vacciner pour ces 14 nouveaux vaccins. Alors, si vous comptez bien, il n'y en a que 9, mais c'est parce qu'on a triché. A, B, C, Y et W, ça en fait 4 de plus. Ça fait donc 14 vaccins, pour être précis. On n'a pas triché, c'est ce qu'on a le droit d'injecter. Il se trouve qu'ils sont toujours ensemble, mais bon. Donc, vous avez le droit de vacciner les patients de plus de 16 ans qui se présentent avec une prescription. Ce qu'on espère avoir, c'est à partir de janvier, le droit de prescription. On y travaille aussi, ça doit venir. Et également le droit d'injecter à partir de 2 ans.
Alors 2 ans, des fois, ça fait un peu peur, mais moi, la première fois qu'on m'a dit que je pouvais faire du Covid à des enfants de 5 ans, je me suis dit, ça va être compliqué, mais ça passe très bien aussi, donc je suis prêt à descendre à 2 ans, on va y arriver. Voilà. Une info importante, c'est que l'honoraire de 6,30 pour la vaccination est passé à 7,50 depuis lundi dernier. On va y revenir sur la vaccination pour la grippe, parce que c'est d'abord pour la grippe, mais ça va servir aussi pour tous les codes de vaccins. Et il y aura également une rémunération de 9,60, enfin pas également, ça sera de 9,60 au lieu de 7,50 quand ce sera nous qui prescrirons le vaccin. Vous avez une personne de 25 ans qui vient qui dit je ne sais pas où j'en suis, je ne suis pas à jour, eh ben, je vais vous faire votre DTCAP et je vous le prescris et je vous l'injecte et ça vaudra 9,60 en plus de la facturation du vaccin. Donc je passe ensuite à la vaccination antigrippale. Là on est en plein dedans, hein, ça vaccine pas mal, un peu moins que l'année dernière. Donc j'ai vu qu'une campagne de la CNAM a été lancée là, avec, sur la base du jeu sur FR3, là j'ai aperçu ça hier. C'était Sylvain Etienne, non, je ne sais plus comment il s'appelle, le journaliste qui présente Question pour un champion. Voilà, c'est sur cette base-là. Bon, c'est pas mal. Il faut nous aider parce que ça rame un peu cette année. Donc vous savez qu'on peut donc vacciner les personnes de plus de 16 ans pour lesquelles cette vaccination est recommandée, avec ou sans bon. Quand vous n'avez pas le bon, vous pouvez l'éditer. L'acte à inscrire dans le dossier du patient, alors c'est quelque chose qu'on verra avec le numérique en santé, c'est plutôt quand le numérique sera prêt que ça sera fait, mais vous l'inscrivez dans votre dossier, dans le DMP quand il y a un DMP, donc il faut vraiment l'enregistrer. Et on peut aussi vacciner les personnes majeures non ciblées, c'est-à-dire toute personne majeure qui demande d'avoir le vaccin, vous pouvez lui vendre et lui faire un acte non remboursé, mais vous pouvez le faire sans problème. Je trouve cette année, j'en ai beaucoup d'ailleurs dans ce cas-là, c'est plutôt bien. Et donc cet honoraire a été revalorisé de 6,30 l'année dernière à 7,50 à partir de lundi dernier. 7,50, c'est bien parce que c'est la première fois qu'un honoraire pharmaceutique est revalorisé. C'est quelque chose sur lequel on compte, parce que la revalorisation dans ces périodes d'inflation, c'est important. Je ne sais pas si Philippe parlera d'économie, mais c'est vraiment important. Donc là, on a un honoraire qui est revalorisé. C'est la première fois que ça arrive. D'autres que nous avaient envisagé, avaient signé des honoraires à la baisse. Ce n'est pas dans l'ADN de la Fédé, on ne le refera pas. Voilà. Ensuite, l'accompagnement des patients. Alors là, vous les connaissez déjà, je vais passer assez rapidement. C'est toujours les mêmes entretiens, anticoagulants oraux, les asthmatiques, les bilans de médication et depuis quelque temps les anticancéreux oraux. Vous savez qu'on peut accompagner donc tous ces patients. Les tarifs n'ont pas changé, il y a des évolutions sur le mode de facturation avec des TAC, je vous passe le détail. Vous trouverez ça également sur la magnifique fiche numéro 5 du e-book de la Fédération. Une petite nouveauté, c'est qu'on peut aussi faire des bilans de médication dans les EHPAD. Ce n'était pas interdit dans l'ancienne, mais ce n'était pas très précis, donc ça a été précisé. Il faut l'accord du patient, il faut faire ça en coordination avec le médecin coordonnateur de l'EHPAD. Donc ça, c'était important. Donc une nouvelle évolution. Bon, là, je vous passe les tarifs, hein, vous les connaissez pour ceux qui en pratiquent. On en pratique peu, il faut le dire. Il faut vous lancer là-dedans. C'est notre métier évolue. Les entretiens, c'est important, il faut y aller. Certains pharmaciens sont lancés vraiment à fond dedans et peuvent avoir vraiment des quantités de patients assez spectaculaires. On va revenir à M. Philippe Gartner qu'on a vu tout à l'heure dans son officine dans laquelle il est adjoint maintenant. Ils en font beaucoup, beaucoup. Et si tous les pharmaciens en faisaient comme ça représenterait des sommes relativement importante, sans dire de bêtises. Je crois qu'on est à près de 200 millions d'euros si chaque pharmacie touchait autant que cette pharmacie dans l'Alsace. Donc vous voyez, n'hésitez pas à aller vers ça. Les patients en sont friands. Allez-y. Une nouveauté, la sensibilisation des femmes enceintes à la prise de médicaments pendant la grossesse. Alors, prise de médicaments notamment, mais également un certain nombre d'autres choses autour de la femme enceinte. Dès que vous avez une femme enceinte, vous savez qu'elle est enceinte, vous pouvez lui proposer cet entretien. C'est un entretien court, hein, il ne faut pas que ce soit très long parce que la rémunération n'est pas tellement élevée, donc on a une rémunération de 5 €, donc il faut faire un entretien court. Ce n'est pas la peine de l'emmener dans un local de confidentialité, ça peut se faire au comptoir tranquillement, lui expliquer quels sont les médicaments qu'il faut éviter pendant la grossesse, quels sont les vaccins qui sont préconisés, revenir aussi sur certains aliments qu'il faut éviter pendant la grossesse. Alors, je trouve les gynécos insistent beaucoup sur l'alimentation, mais pas du tout sur les médicaments. Et on se retrouve avec des femmes enceintes qui ne savent pas qu'il ne faut pas prendre d'ibuprofène, alors que c'est une base. Et elles savent qu'elles n'ont pas le droit de prendre de la charcuterie corse ou du saumon machin, mais on a oublié de leur dire qu'il ne fallait pas prendre d'ibuprofène. Donc notre rôle, là, il est important, parce qu'on a toujours des femmes qui sont exposées au ibuprofène pendant la grossesse. Donc allez-y, faites cet entretien court, appuyez sur des leaflets qui viennent de la CPM. Ensuite, le développement du numérique en santé. Alors, c'est un gros sujet qui nous occupe beaucoup, nous, maintenant, mais qui va surtout vous occuper, vous, en 2023. Vous savez, il y a l'arrivée pour les patients de Mon Espace Santé. Donc, les patients peuvent commencer à ouvrir. Dans cet espace, Mon Espace Santé, il sera versé tous les actes. La Sécu va verser directement les remboursements. Donc, ça nous donnera un petit peu une idée de ce qui se passe.
Et ça va surtout, on va y avoir une facilitation des échanges entre professionnels. Et surtout, il va y avoir bientôt l'interopérabilité des logiciels des différents métiers. C'est-à-dire qu'on pourra se parler entre un logiciel de médecin et un logiciel de pharmacien. Ça, c'est l'enjeu du Ségur de la santé, de la santé, notamment des logiciels agréés Ségur. Donc, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu de votre LGO, de votre logiciel, un bon de commande. C'est un bon de commande, ça veut dire je commande le logiciel Ségur. C'est quelque chose qui ne vous coûtera rien, n'ayez pas peur. C'est un bon de commande formel qui va permettre au logiciel de dire à la Sécu, enfin je sais pas, je crois que c'est la Sécu qui paye, je sais plus, enfin le payeur, hein, c'est l'État, enfin c'est pareil. Donc au payeur de dire bonjour, j'ai tant de patients, j'ai tant de clients qui m'ont commandé, donc vous me devez tant par client. J'ai tendance avec mes patients. Donc il faut que vous signiez ce bon parce que vous avez jusqu'au 15 mars 2023 pour le signer. Ça a été repoussé de 3 mois. Mais au-delà du 15 mars, si vous n'avez pas signé, vous serez obligé d'avoir le logiciel Ségur quand même, mais ça sera à votre charge. Donc, si jamais votre logiciel ne vous demande rien d'ici, j'allais dire, fin février, essayez de savoir ce qui se passe. Hein. Pour info, le mien, j'ai reçu le mail tout à l'heure, là, juste avant que la réunion commence. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Ça va changer vraiment notre métier, comment dirais-je, notre logiciel va devenir un logiciel de professionnels de santé et pas un logiciel de facturation. Actuellement, on l'ouvre pour facturer des choses aux gens. Et là, on l'ouvrira pour avoir accès au profil de santé de notre patient, pour avoir des données de biologie, des données de médecins, etc. Ça nous permettra quand même d'avoir une qualité de dispensation qui sera vraiment importante. Et c'est pour ça que l'État et la Sécu, à travers la Convention, insistent pour que nous allions vers ces systèmes-là. Ensuite, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce système. Bon, je vais le faire comme ça. Le bon usage des produits en santé. On y va. Donc, incitation à la démarche qualité. Il y aura ce qu'on appelle des ROSP qui seront des indicateurs qui seront des bases, des indicateurs qui seront absolument validés, dont notamment cette notion de qualité. C'est-à-dire qu'il faut que tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous vous inscriviez au logiciel qualité de l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez faire votre auto-évaluation. Cette auto-évaluation qui est anonyme, mais vous donne quand même un certificat comme quoi vous l'avez fait. Ensuite, il faut que vous abonniez à la newsletter, c'est pas le plus difficile. Et troisièmement, il faut que vous déclenchiez un programme d'amélioration de la qualité au vu de vos résultats de cette auto-évaluation. Donc ça va déclencher une ROSP qui sera de 100 € par an, mais surtout, c'est d'avoir ce minimum de ROSP vous permettra d'avoir les autres ROSP qui sont en dessous. Il faut absolument avoir cette base socle. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas déclencher les autres. Donc c'est vraiment important, j'insiste un peu, il faut y aller, il faut que tout le monde y passe. Ensuite, il y aura les choses que vous connaissez un peu plus, qui sont le taux de pénétration et de stabilité de la délivrance des génériques. Le taux de pénétration, on est entre Vendéen essentiellement et Loire-Atlantique. On n'est pas trop embêté par ces taux-là, c'est des taux qu'on connaît. Hein. On s'est fait un peu griller par le 0,6 parce qu'ils ils ont mis des méthodes pas correctes par rapport à nous, qui l'avons fait dans la bonne qualité. Donc voilà, en Loire-Atlantique, on a quand même des très bons taux de substitution, un très bon taux de stabilité de la délivrance des génériques. Je me permets une petite pique pour le PLFSS. On nous demande une stabilité de la délivrance des génériques et en même temps, on voulait instituer des appels d'offres, qui veut dire que tous les ans ou tous les 6 mois, si on était comme aux Pays-Bas, on avait un appel d'offres pour un médicament différent. Alors on veut que nous, on soit stable, mais l'État, lui, pouvait prendre le moins cher, le moins 10 ans pour nous infliger ça. Vous savez que grâce à votre mobilisation, on a fait sauter cet article 30. À suivre, il y a d'autres choses qui vont nous arriver parce qu'il y a pas mal d'argent en jeu et l'État lorgne sur cet argent-là, donc il faudra qu'on le défende de d'autres façons, mais on comptera sur vous de nouveau parce que ça s'est très bien passé la dernière fois. Je voulais vous féliciter pour ça parce qu'il y a eu un très bel engagement. Donc cette hausse maximale sera de 900 € par an. Ensuite, la dispensation à l'unité des antibiotiques ou délivrance fractionnée des stupéfiants. Alors les stupéfiants, je ne vous en parle pas, ça fait des années qu'on le fait, donc ça vous savez faire. Il faut juste savoir que quand vous fractionnez un stupéfiant, votre logiciel envoie un code traceur qui s'appelle D de mémoire, il envoie un code traceur vers la Sécu, donc la Sécu sait qu'on a déconditionné et comprend ce qu'on fait quand on facture des produits qui sont en quantité très importante mais à des prix très faibles. Ce code indique à la Sécu qu'on a déconditionné. Ce même code sera celui qui sera transmis quand vous ferez ou quand vous faites de la délivrance des antibiotiques à l'unité. Alors, c'est un peu important actuellement, puisque vous savez qu'il y a cette pénurie d'amoxicilline qui se profile, qui est déjà un peu prégnante chez nous. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans cette délivrance à l'unité, notamment pour l'amoxicilline ou l'amoxicilline acide clavulanique. Un petit détail, je le fais moi déjà depuis plusieurs mois.
C'est très simple à faire. Il faut juste partir d'un principe, c'est qu'il ne faut pas faire un boîtage supplémentaire, pas faire une étiquette supplémentaire, etc. Parce que ça, c'est du bouffetant, c'est impossible. Donc il faut simplement faire ce que je fais. Vous délivrez une boîte entière, plus 4 comprimés. Vous mettez les 4 comprimés dans la boîte, vous avez respecté les règles. Il y a un boîtage avec le nom du produit, il y a le bon numéro de lot, il faut veiller à ça. Il y a la notice et tout va bien. Et ça se fait, c'est très simple. Les patients sont très contents de ça. Donc je vous incite à y aller. Tous vos logiciels doivent savoir le faire. Je pense qu'il faut juste leur demander si ça marche, mais c'est relativement simple dans la plupart des logiciels. Et c'est important actuellement à cause de cette pénurie d'amoxy. Avec les sirops, tu demandes aux patients de ramener les deux doses qui restent pour les donner au suivant. Alors, ensuite, vous avez une ROSP qui sera de 1 € par délivrance fractionnée, donc il viendra se rajouter à votre rémunération habituelle. Et cet ensemble sera plafonné à 500 € par an, stupéfiants plus antibiotiques réunis. Voilà. Mais ça fait quand même 500 €, vous me dites c'est pas beaucoup, enfin certains me disent c'est pas beaucoup, ça fait 10 actes par semaine. On n'a pas tant que ça en stupéfiants, on n'en a pas tant que ça des déconditionnements. Les antibiotiques, on en fait quelques-uns, mais on a quand même des prescriptions qui sont faites avec des bons boîtages. Donc voilà. Ensuite, alors la DAD, bon, j'en ai déjà parlé, vous savez ce que j'en pense. C'était un truc qui n'était pas efficace, qui servait à rien. La première année, on nous a payé parce que la Sécu était gentille. La deuxième année, ils nous doivent rien, ils nous ont rien donné, ce qui semble assez logique. Et ils nous ont dit, vous pouvez continuer à taper des trucs à 10 centimes, mais on vous donnera rien l'année prochaine. Donc c'est à votre bon cœur, monsieur, dame, mais ne perdez plus de temps pour la DAD, puisque a priori, ça ne marche pas pour l'instant. Donc on reverra si ce truc évolue. Par contre, la première année, je vous avais incité à le faire. Je ne sais pas ceux qui m'ont suivi, pas beaucoup, mais il y avait pas mal d'argent à se faire pour ceux qui ont fait, parce que ça donnait à la Sécu, on lui donnait, je délivre moins de boîtes que ce que je peux, parce que le patient en a moins besoin. On lui a donné, on a été rémunéré de 1,26 € par acte, et ceux qui en ont fait beaucoup, comme moi, ont eu des rémunérations conséquentes. Donc c'était une bonne idée la première année. La deuxième année, ça aurait pu, mais on n'a pas été payé. Et cette année, on est sûr de ne pas être payé, donc il ne faut plus y aller. Excusez-moi pour la sécu, mais franchement, voilà. Ensuite, la dispensation des médicaments onéreux de plus de 300 €. Alors, ça, c'est un sujet à problème. C'est quelque chose auquel tenait beaucoup la Sécu. Les patients n'étaient pas très chauds. Donc, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Ça aboutit à quelque chose. Il faut le faire parce que vous savez qu'il y a beaucoup de fausses ordonnances qui circulent. Il y a beaucoup de réseaux qui sont là pour acheter des produits à 5 000, à 10 000 € pour expédier dans d'autres pays où ils sont revendus à des prix fous, obtenus gratuitement en France, évidemment. Donc, il faut quand même être attentif à ça parce que ça représente des sommes très difficile à évaluer, puisque la fraude, c'est toujours difficile à évaluer, puisque c'est ce qu'on n'a pas vu. Mais c'est probablement des dizaines de millions d'euros, donc il faut être attentif à ça. Et donc, il faut donc bien surveiller ces ordonnances à plus de 300 €. On vous a fait un magnifique graphique qui est là, qui dit, en gros, quand vous avez une ordonnance d'un produit à plus de 300 €, vous vérifiez si vous connaissez le prescripteur. Alors, je ne vois pas bien les détails, mais je vais vous le faire rapide. Si vous connaissez bien le prescripteur ou bien le patient, c'est oui, et vous délivrez. Vous mettez votre tampon délivrant sécurisé, vous délivrez. C'est 95 à 98% des cas. Parce que la plupart du temps, les patients, vous les connaissez. C'est Madame Michu qui vient chercher son LEA, vous les connaissez. C'est la majorité des cas. Les cas plus suspects, c'est la personne que vous ne connaissez pas, qui vient avec une ordonnance de médecin que vous ne connaissez pas, avec un produit ultra cher, dans des conditions où vous avez un jeune de 18 ans qui vient pour un cancer bizarre qui n'est pas très logique pour son âge. Donc, il faut être attentif. Et donc, vous devez, si c'est un médecin généraliste, le contacter. Si vous n'arrivez pas à le contacter, il faut faire patienter le patient en lui délivrant le plus petit conditionnement. C'est un peu bizarre parce que le plus petit conditionnement, souvent, c'est un seul conditionnement, donc c'est celui qui vaut cher, mais bon, c'est le minimum. Et pour les hôpitaux, il faut vérifier la cohérence de cette prescription. L'âge du patient, le sexe du patient, parce que des fois on voit des trucs bizarres, la logique, voir dans son dossier pharmaceutique ce qui s'est passé. Plus tard, quand on aura accès à son dossier médical, vous verrez s'il a eu des consultations dans ces services-là. Donc il faudra être attentif à ça. Si malgré tout ça vous ne pouvez pas trancher, vous délivrez quand même. Mais vous avez fait le nécessaire pour vérifier. Il faut que vous ayez fait ce nécessaire-là. Bon, c'est important. C'est un sujet un peu compliqué, mais rassurez-vous, 98% à mon avis des cas, c'est ce cas-là. C'est bonjour, oui, je connais bien la patiente, je connais bien le médecin, toc, ordonnance sécurisée, et on passe à la suite. Ensuite, marché officinal et rémunération. Alors, des choses importantes. Tous les honoraires sont à changer, les HD, les HDA, les HDR, les HDE, toute cette collection de trucs que vous connaissiez, de HC aussi. Il y en a un seul qui vient d'évoluer, il n'a pas changé de prix, le HG, ordonnance pour grand conditionnement, mais on a enfin obtenu, depuis lundi normalement, ça a un petit peu de quoi que ça a démarré, mais ça y est, maintenant tout le monde y est. Donc depuis lundi, un certain nombre de conditionnements de 90 ou de 100 comprimés qui correspondent à 3 mois de traitement sont enfin rémunérés avec les 2,76 d'honoraires pour le grand conditionnement.
Levothyrox, Permixon, Xalatan, enfin, il y en a toute une série, vous pouvez vérifier, il y en a un paquet qui sont rentrés. Ça, c'est vraiment de l'argent qui va rentrer. Ça, c'est une des parties importantes, comme le vaccin, c'est vraiment de l'argent qui va rentrer uniquement sans changer nos habitudes, quoi. Juste en revalorisant, enfin, en mettant à niveau des choses qui auraient dû l'être depuis longtemps, mais qu'on a mis beaucoup de temps à obtenir. Voilà. Maintenant, il va falloir réviser parce qu'il y a d'autres labos qui commencent à sortir de nouveau des conditionnements trimestriels dans des tribus qui ne sont pas officiellement à la Convention. Donc, il va falloir continuer à surveiller ça. Voilà. Ensuite, on va attaquer, hop, j'en ai loupé une, le réseau officinal et permanence des soins. On va aller assez vite là-dessus. Permanence pharmaceutique, vous savez qu'on a un réseau qui assume une très belle permanence pharmaceutique, hein, quasiment tous les pharmaciens participent aux gardes, etc. La CNAM nous a demandé de pouvoir lui fournir des listes pour pouvoir mettre sur son site des pharmacies de garde uniquement le jour, des dimanches et des jours fériés. La nuit, c'est tellement complexe, tous nos systèmes, on passe par le commissariat, on passe pas par le commissariat. Il y a tellement de systèmes différents que c'est impossible de le communiquer à la CNAM parce que bon, c'est beaucoup trop fluctuant et beaucoup trop difficile à faire. Donc, on va faire ça. Actuellement, ils sont en négociation avec Réseau Garde pour trouver un bon échange pour pouvoir enfin les mettre. Bon, c'est maintenant un sujet informatique qui va bientôt être résolu. Le réseau, depuis le début des conventions, il y a quelque chose sur le réseau. La convention est censée faire stabiliser le réseau, en tout cas le sauvegarder dans l'état où il marche bien actuellement. On n'a encore jamais abordé le sujet. On espère qu'avoir des textes qui nous permettent de... Parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est une zone en danger, qu'est-ce qui peut être une zone en danger. Donc il nous faut des textes qui nous précisent ça, et ensuite on ira vers ça. On verra si certaines rémunérations, comment on peut, à travers la convention, aider des pharmacies qui sont nécessaires dans certains endroits. Il y a du rural parmi nous, on a des gens du 49, dans le 44 on a des coins de rural, dans le 85, il y a des coins où ça devient compliqué. Donc il va falloir peut-être trouver une solution à travers la convention pour aller aider ces pharmacies-là à survivre ou en tout cas à rester là où elles rendent service. Voilà. Ensuite, les enjeux écologiques. Bon. il fallait mettre une case écologique. Je ne vous dirai pas avec quoi je l'ai illustré quand j'ai passé cette diapo au national. Bon, en gros, il faut que vous soyez écologique, mais je pense que tous, vous savez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut mettre des lampes à basse consommation, il ne faut pas ouvrir la porte quand il y a de la clim, il ne faut peut-être pas surchauffer nos officines. Enfin, c'est juste des questions de bon sens. Il faut trier papier, carton. C'est des choses que vous devez savoir faire en tant que citoyen, j'allais dire. Alors faites-le aussi en tant que pharmacien. Ensuite, moi j'ai une petite pique à faire parce qu'on a nos amis labos, il y en a quelques-uns là. À vous avez beaucoup d'efforts à faire. On en a marre de recevoir ces cartons avec 2 boîtes collées au fond et un beau plastique par-dessus, puis avec une facture qui suit derrière, un prélèvement qui suit derrière. Tout ça, ça a un coût. Il faut aussi qu'on discute ensemble avec les labos pour que ça s'améliore. Parce que de ce côté-là, il y a beaucoup à faire. En pharmacie, il y a aussi beaucoup à faire, mais c'est individuellement qu'on va y arriver. Et chacun de nous va prendre sa part. Et je pense qu'on peut faire des choses importantes. Ensuite, j'en arrive au dépistage. Alors les dépistages, vous savez, ça c'est important. Ce sont des actes qu'on avait déjà ou des nouveaux actes, donc il va falloir y aller. Donc le dépistage, on est là sur le dépistage des trous d'angine. Vous savez que ça avait été suspendu pendant le Covid, évidemment. Maintenant, c'est reparti. C'est d'autant plus reparti avec la crise de l'amoxicilline. Vous avez vu, on a reçu un DGS qui dit qu'il faut faire des trodes de plus en plus, voire même contrôler la prescription d'un prescripteur. Si vous avez une prescription d'antibiotiques et que le patient vous dit qu'il n'a pas fait de trode, il faudrait aller faire une trode par-dessus. Bon, on peut le faire, je suis assez dubitatif sur le résultat qu'on aura. Si vous dites c'est négatif et je ne vous donne pas l'antibiotique qui est prescrit, ça peut être un peu compliqué. Mais peut-être passer un coup de fil au médecin en disant écoutez, apparemment vous n'avez pas fait de trode, ça serait peut-être bien d'en faire. Mais bon, ça reste à votre charge de ça, mais je pense que ça pourrait être compliqué. Ça dépend des médecins. Moi j'ai un cabinet de médecins où ça va très bien se passer, j'en ai un autre où ça va très mal se passer. Donc on le fera. Le problème c'est que ceux avec qui ça va bien se passer vont le faire parce que c'est des gens raisonnables et les autres ne le feront pas et c'est pour ça que ça se passera mal. Bon. Passons. Donc vous connaissez le principe. Un patient qui se présente spontanément, vous pouvez lui faire un trode. S'il est positif, vous l'adressez au médecin en lui disant j'ai eu un trode positif, allez voir votre médecin pour qu'il prescrive les antibiotiques. S'il est négatif, les conseils classiques pour une angine, voilà, boire de l'eau, des pastilles si vous voulez, un peu d'antalgique. Il y aura aussi les possibilités d'ordonnance conditionnelle qui vont peut-être augmenter du fait de la crise amoxy. C'est le médecin qui va dire délivrer l'antibiotique suivant si trode positif. Donc à ce moment-là, il faudra que vous fassiez un trode. S'il est positif, vous délivrez l'antibiotique. S'il est négatif, vous ne le délivrez pas. Et donc, ces rémunérations sont différentes selon qu'il est positif ou négatif. C'est 6 € ou 7 €.
On espère bientôt que cet acte, qui actuellement est sous forme toujours de ROSP avec un code traceur, soit un jour un acte officiel. On dira bonjour, j'ai fait un trade, il vaut 6 euros. Non, je crois que je confonds, c'est déjà le cas. Philippe me regarde avec des gros yeux. C'est déjà le cas. C'est pour la cystite où on fait juste un test. Donc la cystite, on y arrive. Infection urinaire simple. Orientation vers médecin ou sage-femme, rémunération 6 euros. Là, c'est pareil, on peut faire des tests cystites, c'est-à-dire faire une bandelette tout simplement. Donc, soit vous invitez la patiente à aller aux toilettes avec vous, soit avec vous. Celle-là, on va la noter. Donc, chez vous, soit de rentrer chez elle faire la bandelette ou de ramener un flacon d'urine et vous faites la bandelette quand elle revient. Voilà. Après, vous vous arrangez. Et ce trot de bandelette, lui, ça sera un code traceur. Par contre, ne confondez pas, le fait qu'il soit positif ne vous autorise pas à délivrer l'antibiotique qui va bien avec. C'est bien dommage, parce que franchement, il y en a besoin. Il y a des endroits où c'est possible. Il faut être dans un système de convention, dans une CPTS. Là, Philippe en parlera peut-être tout à l'heure. C'est compliqué. On a essayé cet été avec les systèmes du ministre Braun qui a voulu faire ça pour soulager les urgences. Très, très peu de pharmaciens ont pu accéder à ce système-là parce qu'il y a des réticences, il y a des complications. Donc, ça a été assez peu... Quand ça s'est passé, ça s'est très bien passé, mais ça a été peu mis en avant. Donc, il va falloir y aller. Donc, actuellement, c'est là où on a une rémunération qui est uniquement au code traceur et on espère devenir une rémunération à l'acte, puisque c'est un acte qu'on fait, il n'y a aucune raison de ne pas le donner en acte. Non. La délivrance du cancer colorectal, alors c'est un sujet qu'on a depuis très longtemps sur le tapis. Il y a quelques années, la convention d'il y a 5 ans, on avait commencé à en parler, et puis quand ils nous avaient parlé d'une rémunération à 2 euros, on lui a répondu, je me souviens encore de la réponse de Philippe Gartner, c'est « je viens de partir à la gare Saint-Charles à Marseille et la dame Pipi me demande 2 euros, donc je pense que vous pouvez faire un petit effort pour la délivrance du kit colorectal ». Donc les négociations s'étaient arrêtées là, elles sont reparties et on a obtenu 5 euros, ce n'est pas non plus une panacée, mais c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait avant. Donc vous connaissez le principe, hein, il faut voir si le patient est éligible, lui délivrer le kit, lui expliquer comment ça marche, et lui délivrer ensuite pour lui expliquer ce qui peut arriver aussi ensuite, si c'est positif, ce qui va en résulter, etc. Donc il y a des formations qui sont faites, qui sont bien faites pour savoir comment le faire. Donc je vous incite à le faire si vous n'avez pas déjà commencé. Réforme de la formation initiale et continue. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec la convention, mais on voulait vous en parler parce que ce sont des choses qui sont importantes. Pour les étudiants, il y a la réforme du 3e cycle qui est en cours. C'est des négociations qui sont parties. Normalement, le stage en officine serait plus long, il serait de 9 mois. Les étudiants auraient un statut d'interne, ils seraient donc rémunérés par l'État. Et les maîtres de stage agréés auraient aussi une rémunération pour accueillir un étudiant stagiaire. Donc tout ça, ce n'est pas encore fait, c'est sur les rails. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce qu'on est en train de travailler. Il y a toujours des sujets d'actualité, c'est pour ça qu'on bosse beaucoup à la FED. Et comme on n'a pas assez de travail, on fait un tour de France. Ensuite, il y aura alors, j'ai pas les préparateurs, ils sont plus loin, pardon. Pour les pharmaciens, quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est le dispositif de certification périodique. Ça va démarrer dès le 1er janvier. Alors, ça va démarrer officiellement le 1er janvier, on n'a pas encore tous les axes de formation, etc. Mais d'ici 9 ans, tous les pharmaciens auront dû passer par cette certification périodique et ça sera renouvelé. Enfin, il y aura une certification périodique continue, ce qui ne nous dégage pas de notre certification triennale qu'on avait actuellement. Je pense qu'à terme, quand même, je ne sais pas Philippe si tu me suis là-dessus, mais qu'on va réussir à les marier ces deux-là. On ne va pas non plus avoir 2 types de formation, une certification périodique et 2 trucs. Donc à terme, on va aussi faire évoluer pour quelqu'un. On ne va pas continuer à nourrir plusieurs trucs comme ça. Donc j'espère que ce sera plus simple. Alors 9 ans, ça donne l'espoir à certains d'entre nous de ne pas être rattrapés par la patrouille. On verra. Denis Massé, président du 49, sourit. Parce que voilà. Ensuite, la réforme de la préparation des préparateurs et préparatrices en pharmacie. Vous le savez, avant, c'était un BP, brevet professionnel, qui n'avait qu'une valeur bac, alors que tous nos préparateurs avaient déjà un niveau bac. Ils avaient le bac en général et ils faisaient 2 ans de formation. Ils étaient niveau bac, c'était un petit peu frustrant. Maintenant, c'est un DUST, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, qui sera préparé en 2 ans par l'apprentissage ou la professionnalisation, comme maintenant, qui donnera droit à ce diplôme. On se bagarre pour, c'est pareil, il y a des textes à venir, qu'ils aient le droit de délivrer, c'est-à-dire qu'ils aient à peu près les mêmes prérogatives qu'un préparateur actuel,
Et ensuite, ils pourront préparer une 3e année de formation qui leur permettra de devenir des pharmaciens de pratique avancée, des préparateurs de pratique avancée, comme il y a des infirmières de pratique avancée. Il y aura des préparateurs de pratique avancée qui auront droit à certains actes supplémentaires, probablement la vaccination qui leur sera attribuée définitivement à ce moment-là, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et des rémunérations qui iront avec, évidemment. Ça fait partie aussi des sujets qu'on réfléchit avec nos partenaires sociaux. Nouveaux diplômes, nouvelles rémunérations, nouvelles grilles probablement. Vous aurez aussi la possibilité, mais ça existe déjà, de les envoyer faire des CQP, certificats complémentaires de professionnalisation, je crois, le P. Et donc il y en a déjà qui existent en dermocosmétique notamment. Il y en a un qui va démarrer sur le matériel médical. Donc c'est pas mal d'aller les faire former là-dessus parce que c'est des très bonnes formations qui vous donnent ensuite des préparateurs à qui vous pouvez confier des responsabilités supplémentaires. C'est un petit coût de 40 points de coefficient, mais c'est pas négligeable de leur faire faire. Voilà. Il y a le calendrier sur lequel on va vite passer parce que le calendrier, vous allez voir que tout ça, c'est quasiment tout fait. 7 mai 2022, vous voyez, bon, la permanence pharmaceutique, on l'avait déjà, Trône, on l'avait, dispensation adaptée, on l'avait. Au 7 mai, les honoraires de dispensation, l'accompagnement des patients, c'était toujours à peu près à jour, il y a eu juste des petites mises à jour. Le 7 mai, ben voilà, c'était des choses qui ont démarré, des nouveautés. On en a parlé de tout ça, hein, je vous les refais rapidement. Le 7 novembre qui est passé, c'était les entretiens et la vaccination. En janvier, ça sera la prescription des vaccins, etc. On ne l'a pas remis là-dedans, mais ça sera ça. Et puis il y aura toutes ces ROPS qui vont tomber, qui tomberont mars-avril comme d'habitude. Si vous voulez, il y aura des déclarations à faire, il y aura la Sécu fera ses petits comptes et nous enverra nos ROSP dans quelques temps. Voilà, et là je crois que je vais redonner la parole à Philippe pour la convention. Merci. Merci, c'est un peu un marathon de faire l'ensemble de cette convention en 20 minutes. Tu as réussi ton coup, c'est super. Mais donc vous avez le e-book pour vous y retrouver à partir donc de demain. Par où je passe moi? Où j'en suis? Oui. Donc pour lancer l'intervenant du jour, notre expert du jour, donc qui va me succéder à la place de Monsieur Pouget de l'ARS, qui va nous expliquer les différents types d'exercices coordonnés. Il faut que je vous parle un petit peu de cette rémunération sur politique de santé publique pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins. Alors à l'intérieur de cette ROSP, il y a 15 critères. 15 critères qui donnent chaque fois des points et où il y a donc des financements à chaque fois. Et parmi ces 15 critères, il y a 5 critères dits socles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 choses qui sont obligatoires. Sinon, vous n'avez pas du tout de ROSP, zéro. L'ensemble de la ROSP, pour une pharmacie moyenne, va être entre 3 et 4 000 euros. Donc si vous ne remplissez pas les critères, vous n'aurez pas la ROSP. Le premier des critères, et c'est pour ça c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est l'adhésion à un exercice coordonné. Si vous adhérez à un exercice coordonné d'ici le 31 décembre 2022, vous toucherez une ROSP en 2023 et vous aurez une prime pour cet élément-là de 820 euros. Si vous n'êtes pas un exercice coordonné, non seulement vous n'aurez pas les 820 euros, mais vous n'aurez pas tout le reste de la ROSP puisque c'est obligatoire. Les autres critères obligatoires sont l'adhésion en 2023 à un logiciel Ségur, donc il vous faut faire le bon de commande. Dès que ça existera, le même logiciel devra être labellisé par la Haute Autorité de Santé sur une certification qui est en cours. Donc les logiciels de métier ont beaucoup à faire pour ça. Il faudra ne pas avoir été condamné pour fraude. Ah ben je le dis quand même. Et il faudra, à partir de 2025, avoir au moins 70% des prescriptions en prescription numérique. Donc, on est d'accord que là, pour l'instant, on est à 0. Donc, ça va arriver à partir du mois de mars 2023, et ça va commencer ainsi à augmenter. Et ça a intérêt à augmenter assez vite, puisque c'est un des critères qui va être discriminant à partir de 2025. Les autres critères, vous les connaissez, c'est les bornes de mise à jour des cartes vitales, c'est notamment l'aide à l'informatisation et au numérique qui est l'aide au FSE. Voilà, que tout ça
ça fait partie de la même ROS, du même package. Et donc, tout ça, c'est lié. Donc, il faut que vous ayez l'ensemble des critères. Je vous invite à regarder cette ROS parce que elle est quand même un élément important de la REMU. Cet exercice coordonné, pour en revenir à celui-là, hein, il sert évidemment à améliorer le parcours de soins des patients. Il sert également à améliorer l'accès aux soins des patients dans certains cas. Donc c'est les deux sujets qui sont liés. Il sert également, cet exercice, à contribuer d'une part à l'interface ville-hôpital et par ailleurs, et c'est une mission nouvelle qui vient d'être signée, il sert à créer l'interface avec les autorités de santé dès lors qu'il y a une crise sanitaire. En fait, on s'est aperçu avec la crise Covid qu'on manquait d'un interlocuteur ville. Et donc, c'est un rôle qui a été confié donc, au CPTS. Dans le cadre de cette convention, je reviens une minute sur... vous avez entendu parler de cette rémunération de 2,50 € pour les livraisons dans le cadre du Prado. Alors, pour tout vous dire, nous, à la Fédération, ce n'était pas notre cheval de bataille que de rémunérer les dispensations à domicile parce que en réalité, nous avons déjà un cruel manque dans les équipes et qu'il ne faut pas partir trop de l'officine en réalité pour aller faire perdre du temps à faire des livraisons dans les alentours de la pharmacie. Donc ça, ce n'était pas notre cheval de bataille. Pour autant, nous avons, je sais que beaucoup de confrères avaient une appétence à cette rémunération. Et le directeur de l'assurance maladie nous a proposé de le lier au dispositif Prado. Et par contre, le dispositif Prado, ça nous intéressait beaucoup. Le dispositif Prado, c'est la sortie de l'hôpital. Et donc ça, j'engage vraiment les pharmaciens du syndicat, donc soit en CPL, soit en CPR, de se rapprocher de l'assurance maladie pour mettre en œuvre le dispositif Prado pour les pharmaciens dans votre région. Sachant qu'il faut que vous voyiez ensemble quels hôpitaux ont conventionné avec l'assurance maladie pour ce dispositif. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que Prado? C'est en fait l'assurance maladie qui met à disposition une personne, donc une dame, enfin un équivalent, un CAM, je crois, plus que c'est son CAM, voilà. Donc une personne physique qui va organiser la sortie de l'hôpital. Donc il va prendre contact avec le patient ou la famille du patient et qui va appeler les soignants de ville, le médecin traitant, l'infirmier s'il y a besoin, le kiné s'il y a besoin, le pharmacien donc pour l'ordonnance, pour dire voilà, vous avez votre patient qui sort de l'hôpital, il vous a choisi, il sort tel jour, et voilà l'ordonnance que vous devez lui porter, c'est votre patient. Et ça donne l'occasion également pour le pharmacien de prendre contact avec la famille pour voir s'il y a un besoin supplémentaire, notamment pour le MAD. Donc pour moi, ce lien ville-hôpital, il est essentiel. Ça fait des années qu'on cherche à contribuer à la sortie ville-hôpital, à l'amélioration du lien ville-hôpital. Combien de fois vous avez entendu dire que vous aviez les ordonnances le samedi, que vous n'étiez pas capable de commander les produits parce que nos amis répartiteurs, le samedi après-midi, ils ont décidé d'avoir piscine désormais. Depuis longtemps. Hein. Je vous en veux pas. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir piscine aussi le samedi après-midi. En tout cas, c'est vraiment le cœur du sujet que d'avoir l'ordonnance en avance pour pouvoir commander les produits et les matériels pour le patient. Et c'est en ça que le dispositif est intéressant. Donc, n'allez pas me chercher des poux sur la tête sur les 2,50 €. C'est le même tarif que les infirmiers et les kinés, cette affaire. Tout le monde sait que ce n'est pas BZF. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire le lien ville-hôpital. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais laisser la parole donc à l'intervenant, à notre expert, M. Pouget. C'est à vous pour l'exercice coordonné. Alors, je ne sais pas si les diapos suivent ou s'il faut prendre un autre PowerPoint. Je ne sais pas comment vous avez fait ça. Je ne sais pas où est votre PowerPoint. Il est où votre PowerPoint?
Non, ça c'est les questions de pause. Ils sont où vos cartes? Attendez, je regarde ça. Où est-ce qu'on m'a mis? Ah, c'est ton ordinateur? Et tu n'as pas mis la dernière version de David avec le truc là, avec le, C'est la dernière version de David, ça. Mais je pense avec la présentation du. qu'il n'a pas collé dans la présentation dans la nôtre. Regarde dans mes mails peut-être. Hein? Regarde dans mes mails. Dans tes mails, oui. Oui, vas-y. J'espère qu'on y a accès aux mails aussi avec ce problème de réseau. Ah oui, pour les cartes. Oui. Attends, mais déjà enlève le... Vas-y. Allez, sur le truc, là, si c'est. Sur David Perrin. Ah, non, pas de Perrin. Jette un coup d'œil sur l'ordinateur. Vas-y, Perrin. Si tu jettes un coup d'œil sur l'ordinateur. Vas-y. Donne. Ne le fais pas, là. Ouais, mais tu vois, ça rame. Parce qu'ici, on n'a pas de réseau. Étape de Nantes. Ah bah tiens, t'en as un David Perrin. Bah oui, ça doit être ça. Vas-y, là. Tu crois que c'est celui-là? Ouais. Oui, tout à fait. C'est celui-là le vote. Présentation, M. Pougel, voilà. C'est ça, super. Ah ben voilà. Bravo. On est bon. Attendez, je vais te fermer ça. Fermer ça. Non, non, je t'ai pas perdu. Non, non, mais je sais. Je l'ai pas perdu. Il faut juste que je ferme tout ça. Ouais, ouais, je l'ai pas du tout perdu. Il est pas, il faut le partager. Voilà. C'est bon, parfait. Et je passe avec ça, ouais. Très bien, merci, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci déjà à la Fédération pour cette invitation. Et j'en profite d'ailleurs pour inviter M. Millet à la présentation aussi devant l'ARS, un service de l'ARS. Je pense que vous avez fait une présentation très efficace, donc très preneur également de vos éléments, et même physiquement. Donc, présentation de l'exercice coordonné, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont pu être dites, mais un rappel sur vraiment le fait qu'évidemment, c'est un regroupement de plusieurs professionnels qui s'organisent pour travailler ensemble, c'est assez basique, autour d'objectifs communs, un projet de santé, et au service, et on le verra, soit d'une patientèle, soit d'un territoire. Et les deux notions sont assez importantes quand on parle d'équipes de soins primaires ou de comités de professionnels de territoire en santé. Donc les CPTS, on verra, ce n'est pas exactement les mêmes notions et on n'attend pas forcément les mêmes missions, il y a souvent des confusions. Pourquoi? Évidemment, dans un objectif pour les usagers, de fluidification et de sécurisation des parcours, ça a été rapidement évoqué. Autour des enjeux aussi de prévention, on y reviendra. On sait qu'évidemment, on a une bascule à opérer au niveau de la santé publique aujourd'hui. On a vraiment historiquement un système de santé qui est très axé sur le curatif et pas du tout axé sur la prévention. Donc, on voit que l'exercice coordonné vise à travailler en ce sens-là avec les leviers que vous avez pu évoquer. Renforcer aussi les liens entre acteurs de santé. C'est qu'un travail est vraiment encore trop souvent tuyau d'orgue et de manière isolée. On voit que tous les sujets qui ont été travaillés historiquement et ce que porte aussi la Convention dans cette droite ligne permet justement un travail plus fluide entre professionnels et également favoriser l'installation puisqu'on est vraiment sur un travail aussi sur l'installation des professionnels et l'accès aux soins. Dans cet enjeu, il est majeur. Et j'irais dire se pose avec d'autant plus d'acuité du fait de la chronicité des maladies, des pathologies, vous le savez, qui nécessitent vraiment que les professionnels travaillent plus ensemble encore demain qu'aujourd'hui. Deux notions différentes qui ont été évoquées. Tout d'abord, l'exercice coordonné, j'irais dire, autour de la patientèle, qui peut se traduire soit en exercice libéral, avec donc une initiative, et j'irais dire que la région Pays de la Loire, à ce titre-là, c'est vraiment illustré, on en reviendra avec les cartes, autour des équipes de soins primaires coordonnées autour du patient, donc les ESP-CLAP. 70 structures, vous verrez la cartographie en région. Donc là, il n'y a pas de structure juridique associée à ces équipes de soins primaires. Ce sont quelques professionnels qui se réunissent autour d'un projet de santé pour développer une action de santé publique. Vous voyez, c'est un modèle qui est extrêmement souple et donc un modèle libéral qui permet de développer des projets de manière coordonnée. La maison de santé, qui est, j'irais dire, un peu un modèle plus abouti de structuration interprofessionnelle autour des patients, avec une structure juridique, un développement de projets de santé, des actions de prévention, notamment, on verra, des développements de protocoles. Donc, un modèle un peu plus de 122 maisons de santé en région. Donc, j'irais dire pareil, la région Pays de la Loire, assez vraiment en avance de phase. On n'est pas la seule région, évidemment, à développer loin de là ce type de structure, mais on dit qu'on a quand même une structuration qui est très importante. En exercice salarié,
Donc les centres de santé pluriprofessionnels, on sait qu'on a un champ en développement, ça fait partie de ce qu'on appelle les réformes prioritaires de l'État, pour vraiment développer ces modes d'exercice. On sait que le salariat, c'est vraiment un intérêt pour les professionnels, et donc ces centres de santé, qui sont très souvent monoprofessionnels, on souhaite les développer vers un modèle pluriprofessionnel. Donc on est vraiment sur, voyez, ces deux modes, libéral, exercice salarié, autour du patient, à distinguer des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui, elles, visent à une coordination des acteurs d'un territoire donc autour de projets de santé. Et là, on voit qu'on rentre sur une autre échelle de coordination. C'est des coordinations, par exemple, entre des ESP, des maisons de santé, des hôpitaux, des EHPAD, des structures, par exemple, des structures très diverses qui visent vraiment à travailler, vous voyez, à l'échelle d'un territoire sur la coordination autour d'un projet. Donc, vous voyez, on n'est pas strictement lié à une patientèle, un suivi de patientèle. Pourquoi, en tant que pharmacien, participer à un exercice coordonné? Bon, évidemment, ça a été largement dit, vous êtes évidemment les experts du médicament, et on voit qu'aujourd'hui, autour du médicament, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts, des problèmes d'hiatrogénie, des molécules, les ordonnances à 15 molécules, évidemment, donc les risques associés pour des personnes âgées, les problèmes de la pharmacie clinique également qui se posent. Donc, on a vraiment un sujet extrêmement fort que aujourd'hui se posent les professionnels de santé primaire, et donc vraiment vous avez une place qui est extrêmement importante et essentielle à prendre, et vous la prenez bien heureusement. Vous êtes des acteurs de proximité, ça a déjà été rapidement évoqué, la convention pharmaceutique, je trouve vraiment le décline de manière très très forte. Pharmacien correspondant, ça fait très longtemps que c'est dans les textes, vous l'avez dit. Maintenant, on a une déclinaison concrète, donc c'est quand même une avancée qui est quand même majeure. La question des tests angines, la question de la vaccination, ça fait très longtemps qu'on en parle. On parle des pharmaciens aujourd'hui sur la vaccination, mais il y a aussi d'autres professionnels qui sont concernés, infirmières, sages-femmes aussi. Donc ça permet aussi d'ouvrir, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale ouvre aussi cette piste. Et le pharmacien est vraiment au centre, évidemment, et vous l'avez largement développé. Les avantages, meilleure prise en charge du patient, évidemment, ça c'est notre enjeu à tous. J'irais dire aussi une meilleure connaissance des professionnels entre eux. Et ça, ce n'est pas forcément un petit sujet. On parle souvent de la méconnaissance qu'ont les professionnels de santé primaire entre eux, entre un médecin généraliste, un pharmacien, les infirmiers et les kinés. Cette méconnaissance, elle est très forte, et l'exercice coordonné vraiment permet de lever ces freins-là et de faire en sorte que vous connaissiez mieux les uns les autres. Le partage d'informations, l'idée aussi qu'avec les exercices coordonnés, on puisse déployer des systèmes d'information partagés autour du patient. Donc ça, c'est vraiment un système, un mode aussi qui est essentiel, mais également des réunions de concertation. On voit également tout le bénéfice qu'il peut y avoir à se réunir autour d'un patient complexe, notamment les patients chroniques, et ça, l'exercice coordonné peut le porter. Et l'intérêt, évidemment, c'est de bénéficier d'une rémunération pour ce faire, que ça soit vraiment organisé et que vous puissiez être rémunéré en la matière. Et également, territoire de projet, les exercices coordonnés permettent de développer de nouvelles pratiques et de nouvelles organisations, et nous avons nombre d'exemples en région pour l'illustrer. Pour y faire quoi? Donc, les enjeux de santé publique, ça a été largement évoqué, les entretiens pharmaceutiques. Je n'irai pas dire que les exercices coordonnés sont la condition pour, mais évidemment, quand on a un travail sur un projet de santé publique à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un suivi de patientèle, c'est des éléments facilitants. L'éducation thérapeutique du patient, on sait qu'aujourd'hui, l'éducation thérapeutique du patient est trop souvent concentrée à l'hôpital. On a vraiment besoin de faire une bascule ambulatoire, et l'exercice coordonné peut y contribuer. Des protocoles pluriprofessionnels. Je vais vous donner quelques illustrations en région de ce qui peut être déployé sur les diabètes déséquilibrés. Également, le dépistage et suivi de la non-observance aussi des traitements. C'est aussi un élément qui est déterminant. Donc, c'est des protocoles, vous voyez, en région, qui ne sont pas dérogatoires au décret compétences, mais qui donnent vraiment la manière de travailler différemment ensemble. Repérage, dépistage, donc le repérage de la fragilité de la personne âgée. On sait que c'est des enjeux extrêmement forts également. C'est que la ministre aussi, antérieurement, avait déployé un plan anti-chute pour les personnes âgées, donc pour développer vraiment la prévention de la perte d'autonomie. Et on voit évidemment que le pharmacien, comme les autres professionnels de santé primaire, a un rôle qui est majeur en la matière. Les protocoles de coopération, donc Monsieur Millet vous en avez parlé, sur notamment les cystites, les protocoles de soins non programmés se déploient, qui sont dérogatoires au décret compétence, se déploient de manière privilégiée dans les exercices coordonnés. Et c'est vraiment une chance pour des pharmaciens qui participent à ces structures-là de pouvoir développer, vous voyez, des protocoles dérogatoires qui, sinon, évidemment, ne sont pas possibles. Et évidemment, des réunions pour des patients complexes. On voit que ça, je l'ai rapidement évoqué. Mais bien souvent, vous êtes confronté à des patients que vous voyez très très souvent. L'exercice coordonné permet d'offrir un lieu de concertation, d'échange sur les problématiques des patients que vous connaissez,
avec le médecin, avec l'infirmière à domicile par exemple, et c'est un sujet vraiment qui est évidemment majeur aujourd'hui en termes de santé publique. Quelques chiffres, donc ce que je vous le disais rapidement, 121 maisons de santé qui ont été enregistrées, pluriprofessionnelles, vous avez la carte en région, donc les petits traits en fait illustrent que certaines maisons de santé sont sur plusieurs sites, hein, c'est l'explication. 88 maisons de santé ont signé l'ACI, l'accord de coordination interprofessionnelle, qui permet justement des rémunérations liées à cet exercice regroupé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez les pharmaciens, globalement, il y en a 173 qui sont dans ces maisons de santé, ça fait quand même 74% de maisons de santé qui disposent d'un pharmacien. Donc, vous voyez, vous êtes quand même pleinement impliqués. Donc, la carte peut paraître assez massive, on reste quand même sur un exercice qui est à peu près sur 15% des professionnels. Donc on est loin d'être encore aujourd'hui sur une généralisation sur les maisons de santé, mais bon, la marche est prise. Et je pense que d'ailleurs la Convention, telle que vous l'évoquez, je pense va pousser à un exercice coordonné de manière beaucoup plus importante. Les équipes de soins primaires coordonnées autour du patient, les ESP Club. Donc là, c'est une initiative, je veux dire, Pays de la Loire, qui a été reprise par la loi. On attend un modèle économique aujourd'hui, c'est le Fonds d'intervention régional de l'Agence régionale de santé qui finance ces ESP CLAP, donc ces structures, je vous dis, où il n'y a pas vraiment de structure juridique, une entité, une association ou une structure structure interprofessionnelle de soins ambulatoires, les CISA. Mais c'est pour autant une approche qui est intéressante puisque ça permet quand même d'amorcer des actions de santé publique. Et vous voyez la même chose, enfin on a des pharmaciens, donc on a quand même 12% des 122 pharmaciens et 12% des professionnels qui exercent en ESP CLAP sont des pharmaciens. Enfin, les CPTS, on en a parlé également, 13% des professionnels qui exercent en CPTS sont des pharmaciens. On voit qu'aujourd'hui, ces sujets-là, ça a été abordé au-delà des aspects de santé publique, et j'en terminerai par là. On voit qu'il y a des aspects également de gestion de crise, et on voit à quel point les CPTS ont été vraiment des structures qui ont permis de porter des organisations de soins primaires dans la gestion de crise, et ça a vraiment été déterminant. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Oui, ça va marcher mieux. Donc, M. Bouvier nous a rejoint de l'assurance maladie donc de Loire-Atlantique. Exactement. Et de la région, voilà. Servant de la ligne de l'ANEP, donc en charge des relations professionnelles, perspectives professionnelles. Voilà, et donc l'ARS. Nous allons maintenant faire la séance de réponse aux questions. Alors, des questions sur l'exercice coordonné, d'abord, mais également sur l'ensemble de la Convention ou sur l'ensemble de ce qui vous a été présenté aujourd'hui. On peut partir sur n'importe quel sujet qui vous inquiète ou que vous voulez voir venir. Et voilà une première question. Non, on ne passe pas le micro, je vais reformuler la question. Alors, la question, je reformule la question. Pharmacien correspondant, donc en zone d'intervention prioritaire ou en zone d'action complémentaire, en Vendée, donc il y a à peu près tout le territoire et malheureusement en ZIP ou en ZAC. Comment faire pour mettre en place de façon simple le pharmacien correspondant? Qui veut répondre à cette question? Alors, je vais me faire un plaisir, Madame Verhaeghe, de donner du boulot à mes collègues de la CEPAM de Vendée. Vous allez en parler à votre délégué d'assurance maladie. Et ce que je vais faire la première heure demain matin, c'est en parler à mes collègues de la CEPAM de Vendée, sinon je vais passer un mauvais quart d'heure.
Alors, mais au-delà de la CPL, je pense qu'il y a des situations très concrètes qui peuvent être très différentes d'un territoire à l'autre. Et je pense que votre délégué d'assurance maladie est en mesure de vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour mettre en place ce dispositif dans votre officine. Donc c'est le conseil que je vous donnerai. Alors, les CPTS, l'exercice coordonné fait partie effectivement des critères pour pouvoir prétendre à cette notion de pharmacien correspondant. Pour la simple et bonne raison que dans le cadre du dispositif de pharmacien correspondant, comme vous le savez, il y a un lien étroit avec les médecins généralistes. Et donc, on a trouvé que le fait d'appartenir à une structure d'exercice coordonné permettait facilement d'organiser une mise en relation avec les médecins généralistes. Donc il y a effectivement ce critère-là. Mais avant toute chose, parce que vous allez peut-être courir après le numéro de la CPTS, je ne sais pas si la CPTS de votre territoire a un numéro de téléphone. Voilà. Bon. Donc le mieux à faire, parce que les collègues de la CEPAM connaissent individuellement tous les responsables de toutes les CPTS de Vendée. Donc c'est le boulot. D'ailleurs, il y avait une question, je la devance tout à l'heure, c'est qu'est-ce que va faire l'assurance maladie pour accompagner les pharmaciens dans la mise en œuvre de tous ces dispositifs conventionnels? À partir du moment où cette convention, c'est un contrat entre les syndicats et l'assurance maladie, dans un contrat, il y a des contreparties de part et d'autre. Et la contrepartie pour nous, c'est qu'à partir du moment où on a signé un truc qui dit, par exemple, il y a un dispositif de pharmacien correspondant qui se met en place dans les zones dites sous-denses, c'est que la Sécu, si vous avez envie de recourir à ce dispositif, vous accompagne pour le mettre concrètement en place dans votre officine. Et donc pour vous, la Sécu, la porte d'entrée en général, vous avez l'habitude, je pense, de recevoir, vous avez l'habitude, avant la crise sanitaire, je vais dire, de recevoir régulièrement votre délégué d'assurance maladie. C'est la personne idoine pour vous aider dans la mise en place de ce dispositif. Oui, en complément de ce que disait Thomas, en fait, il y a également dans les territoires, au niveau de l'Agence régionale de santé, des animateurs territoriaux. Des ATS, il y en a 28 en région, qui permettent de compléter aussi cet accompagnement des professionnels. Et ce que vous évoquiez, madame, en effet, je pense que c'est le lien et le binôme est essentiel à ce titre-là, vraiment, assurance maladie ARS, pour pouvoir justement, il y a les liens, comme vous dites, CPTS, les liens, je vous les ai décrits, équipe de soins primaires, maison de santé, on les déploie aussi, ces dispositifs-là. Donc il y a vraiment une couverture des CPTS qui est quand même, on a 60% de la population, enfin un peu moins, et c'est 100% en Vendée, donc vous avez une chance qui est formidable. Mais au-delà de ça, vraiment, cette couverture régionale, on continue à la structurer. Donc, vous voyez, l'idée aussi, c'est qu'on puisse aider chaque pharmacien qui aurait ces projets-là pour travailler. Et on voit bien que l'élément déterminant, ça sera aussi le positionnement médical des médecins. Il faut que, ça, c'est aussi important. Donc, il faut vraiment que ça soit dans une démarche aussi interprofessionnelle, que vraiment ces missions soient déployées. Donc, voilà, donc l'essentiel, c'est aussi que l'agence aussi et l'assurance maladie, j'irais dire en binôme, puissent vous aider pour faciliter, initier aussi ces démarches auprès des professionnels du territoire. Je vais être un peu plus pratico-pratique. Le principe d'abord, premier point, on a mis en place cette disposition conventionnelle dans le cadre législatif et réglementaire actuel. Mais autant il nous semblait intéressant de limiter cette fonction de pharmacien correspondant aux zones d'intervention prioritaire, aux zones d'action complémentaire, autant il ne nous semblait pas forcément pertinent de dire que l'exercice coordonné devait être dans la même CPTS que la pharmacie existante, que le médecin devait être dans la même CPTS que la pharmacie, parce que par construction, par définition, la mission s'adresse essentiellement aux pharmacies qui sont dépourvues de médecins, dans les villages qui n'ont pas de médecins, ou peu de médecins, où le temps médical est très précieux et où donc les gens vont chercher un médecin traitant loin, une fois par an, avec un pharmacien correspondant qui est le correspondant le reste de l'année du médecin traitant du patient. Donc pour nous, le lien, il était médecin traitant, pharmacien correspondant, dans les zones où il n'y a pas de médecin, sans que nécessairement les deux professionnels exercent dans le même exercice coordonné. Donc pour ça, il faut qu'on modifie la loi. Mais de façon très concrète, le lien il se fait entre le pharmacien et le patient. Le médecin, pour l'instant, n'intervient pas. Le lien, il est entre le pharmacien et le patient. Il faut que tu regardes dans ton officine quels sont les patients qui ont besoin que tu sois leur pharmacien correspondant. C'est-à-dire quels sont les patients qui ont du mal à avoir un médecin traitant, qui n'ont pas de médecin traitant, ou qui en ont un qui est lointain. Et à ce moment-là, eh bien, il faut organiser le parcours pour que le médecin puisse
tu téléphones ensuite au médecin, ou c'est le patient qui téléphone au médecin, l'un ou l'autre de vous deux, et vous dites, voilà, madame un tel ou monsieur un tel m'a choisi comme pharmacien correspondant parce qu'il ne peut pas aller très souvent chez toi ou chez vous, je ne sais pas quels sont les rapports que tu as avec les toubibs, voilà. Est-ce que tu veux organiser le parcours comme ça, ou bien est-ce que tu veux faire les choses différemment? Mais c'est bien un dialogue à trois entre le patient, toi et le médecin. C'est comme ça que ça marche. L'appairage, il se fait entre toi et le patient. Le CERFA, il faut que tu le remplisses avec le patient. Il n'y a personne d'autre qui a à le signer. C'est un pharmacien correspondant. Il te choisit comme pharmacien correspondant. Mais ensuite, le travail, il est fait en coordination et avec le médecin. Et c'est le médecin qui décide, en fait, de la façon dont il va opérer avec son patient. Voilà. Donc je conscience que comme c'est balbutiant, comme c'est les premiers, on a du mal à faire les premiers patients, les premières personnes qui te demandent. Mais tu peux y aller. D'ailleurs, ça me fait intervenir, je le dis à chaque réunion, donc je vais le dire chez vous à Nantes, cette convention, au principal, c'est une convention qui permet aux pharmaciens d'avoir une indépendance de son acte. Jusqu'à présent, nous avions un métier où nous étions une profession prescrite. C'est-à-dire que nous étions derrière le comptoir. Regardez ce que vous avez fait aujourd'hui pour essayer de vous souvenir. Voilà. Vous êtes derrière le comptoir. Les patients ou les usagers du système de santé viennent au comptoir et vous posent une question ou vous donnent une ordonnance, vous soumettent un problème. C'est eux qui parlent et nous, pharmaciens, on essaye au mieux de leur répondre. On délivre l'ordonnance, on donne un conseil, c'est nous, on répond à leurs demandes. Ça, c'est notre rôle principal autour du médicament. Il est donc dépendant du stylo du médecin essentiellement et de la volonté du patient. Là, on nous demande de faire de l'aller vers. C'est-à-dire qu'en fait, on a un patient qui arrive et en fonction de sa situation, on va nous détecter qu'il a besoin d'un pharmacien correspondant, qu'il a besoin d'un entretien, qu'il a besoin d'un vaccin, qu'il a besoin d'un dépistage. Si c'est une femme enceinte, elle a besoin d'un entretien femme enceinte. Et on nous demande de le proposer. C'est une démarche où c'est le pharmacien qui est le prescripteur. Il n'y a plus de prescripteur autre que le pharmacien. C'est le pharmacien, c'est ça la démarche de prévention, qui va instaurer le dialogue avec le patient. Donc c'est une démarche complètement différente. Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, il faut aussi nous former à ça, parce qu'on n'est pas formé à ça. Voilà. Au-delà du savoir-faire lui-même, c'est la formation à la démarche qui est complètement différente. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'innovant dans cette convention que de proposer aux patients. C'est vrai qu'il y a des salles de formation? Alors, non, pas pour toutes les facs. Elles sont pas présentes dans toutes les facs et même toutes ces missions, on n'est pas encore formé de partout. Et en fait, en faisant ce tour de France, personnellement, je me rends compte qu'on n'est pas formés tous de la même manière, que ça soit au niveau du dépistage, au niveau de la vaccination, etc. Les modules, ils n'arrivent pas au même moment pour tout le monde et pour certaines facs, ils n'arrivent pas. Donc, c'est un peu dommage. Donc, même, par exemple, au niveau de l'exercice coordonné, maintenant, je suis en 5e année, j'ai quand même fait un bon parcours, et même s'il me reste encore quelques années. L'exercice coordonné, on nous en parle, c'est un mot dans nos cours, mais personne nous dit ok, si vous voulez faire une maison de santé, si vous voulez rentrer dans une CPTS, si vous voulez faire ça, il faut aller vers telle personne, faire comme ci, faire comme ça. Aujourd'hui, ça, on ne nous l'apprend pas du tout, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que les pharmaciens, quand ils sont formés, ils arrivent, et s'ils veulent faire ça, ils sont complètement perdus, et je trouve que c'est un peu dommage. Merci. Alain. Dis à tout le monde que c'est qu'un CEPOM parce que. Voilà.
Donc, ce que nous comprenons, donc, pourquoi je reformule? Parce qu'en fait, c'est pour le replay de demain. Donc, le président de l'URPS des Pays de la Loire nous informe que dans le CEPOM, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé avec l'ARS, il y a à partir de 2023 donc une expérimentation de déploiement des pharmaciens correspondants. Donc effectivement, moi ce que je vous suggère, c'est d'imaginer les zones où il y a un déficit en médecins, parce que c'est véritablement là que le pharmacien correspondant a du sens. Une autre question? Oui. Alors, la question est, je suis à 20 km d'une CPTS existante, dans le territoire où j'exerce, il n'y a pas de CPTS, puis-je adhérer à la CPTS qui est la plus proche de la mienne? C'est une question pour vous, donc je vais vous faire répondre et ensuite je ferai un commentaire sur le sujet. Alors, la réponse est oui, puisque en fait, une CPTS a une responsabilité populationnelle, c'est-à-dire qu'elle a une responsabilité sur une population d'un ensemble de communes. Mais un professionnel de santé donné peut prendre en charge des patients de ces communes sans être sur cette commune. Donc, formellement, un professionnel de santé peut adhérer à une CPTS qui ne recouvre pas le territoire d'intervention de la CPTS. Et d'ailleurs, vous avez le cas, alors c'est le cas typique, hein, pour des médecins spécialistes qui ont des patients qui peuvent être de 2 ou 3 CPTS, ils choisissent, pour pouvoir traiter avec les membres de l'association CPTS du cas de ces patients, ils choisissent d'adhérer à ces 2 ou 3 CPTS pour lesquels ils ont des patients. Donc ça signifie qu'un même professionnel de santé peut adhérer à plusieurs CPTS, s'il le souhaite. Bon, voilà, donc ça, c'est une réponse claire. Moi, j'ai un autre problème, c'est que ce que nous avons signé dans la Convention, c'est un engagement pour les pharmaciens d'adhérer à un exercice coordonné. Nous n'avons pas signé un engagement des pharmaciens de le créer, cet exercice coordonné. Donc nous avons effectivement un problème, c'est que à partir de on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour adhérer à un exercice coordonné, dont parfois des cas où il n'existe pas. Donc j'ai une question de la salle qui m'intéresse, c'est je fais des réunions de concertation pluridisciplinaire avec les généralistes de mon quartier, une fois par mois, et je ne suis pas un exercice coordonné. Un confrère payé 10 € d'adhésion par an à une CPTS et est un exercice coordonné sans rien faire, ne marchons pas sur la tête. J'aime pas trop cette dernière formule parce qu'elle me rappelle un épicier célèbre. Alors, quand on parle d'exercice coordonné, effectivement, on pense tout de suite centre de santé polyvalent, maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, équipe de soins primaires. Mais dans la Convention, on a introduit une notion qui est que la coordination, l'exercice coordonné peut aller bien au-delà que ces formes que je viens de citer, y compris les réunions de concertation pluriprofessionnelle. À partir du moment où le pharmacien peut prouver que régulièrement, il a effectivement des réunions de concertation pluriprofessionnelle avec des médecins avec qui il a des patients en commun, ça suffit à valider le critère exercice coordonné. J'en profite pour parler d'une autre forme de coordination qui a cours dans les Pays de la Loire, qui est une expérimentation portée par l'URPS qui s'appelle Octave, voilà, qui est de la coordination de facto, au sens plein du terme. Je regarde Alain Guimignot qui est porteur de ce projet. Enfin, je dirais, c'est son nom qui figure sur le cahier des charges du projet, mais il y a beaucoup d'autres pharmaciens derrière. Alors d'ailleurs, au passage, j'ai jamais su exactement ce que voulait dire Octave, mais bon, retenez que c'est un dispositif qui permet de coordonner tous les intervenants autour d'une personne âgée au décours d'une hospitalisation, dans son parcours médicamenteux. Et Dieu sait si ce parcours médicamenteux pour les personnes âgées est souvent complexe. De facto, si un pharmacien de la région, et on espère qu'il soit nombreux, participe à cette expérimentation et justifie du fait qu'il participe à cette expérimentation, alors il doit signer un bout de papier, je pense, avec l'URPS. Pour nous, de facto, ça veut dire que le pharmacien est en exercice coordonné. Merci. Oui.
Également, merci. Également vous dire aussi que vous pouvez être promoteur aussi d'exercices coordonnés, de structures d'exercices coordonnés. Donc je viens en complément sur les équipes de soins primaires qui sont par exemple des modèles beaucoup plus souples qu'une maison de santé qui n'implique pas d'avoir forcément une structure juridique à la clé, pour lesquelles d'ailleurs l'assurance maladie et l'agence aussi vous accompagnent pour justement pour la créer. Le pharmacien, entre guillemets, ne subit pas l'exercice coordonné. On n'est pas forcément obligé de se raccrocher à un exercice coordonné existant. Il peut être aussi promoteur. Oui, Florent va redétailler les ESP CLAP. Non, mais puis ça se fait avec vous. Ces équipes de soins primaires, en fait, c'est une initiative en Pays de la Loire au niveau national. Donc c'est nous qui les avons lancées. Ça a été repris par la loi. Et on attend encore un modèle d'atterrissage sur le plan financier, mais on les finance sur le fonds d'intervention régional. C'est quelques professionnels, donc on peut la limiter à deux ou trois, qui travaillent justement sur un projet, qui souhaitent travailler sur un projet de santé publique, par exemple. On parlait, je pense qu'ils peuvent être très nombreux, et auquel cas se faire reconnaître comme équipe de soins primaires, et donc à bénéficier d'accompagnement sur le fonds d'intervention régional. Voilà. Donc c'est vraiment une initiative, vous voyez, qui permet de ne pas avoir forcément la lourdeur d'une structure juridique, association, ou voilà. Non, c'est des modèles de financement. C'est la structure a une structure régionale. C'est une structure régionale qui est financée, qui permet de reverser aux professionnels. C'est l'association régionale des ESP CLAP. Alors, la structure juridique, comme il a été expliqué, de l'ESP CLAP, c'est une structure régionale qui existe. Donc, il faut se rapprocher avec les professionnels de santé du secteur de la structure ESP CLAP régionale en disant, voilà, on veut rentrer dans le protocole ESP CLAP. Les financements seront versés pour vous à l'ESP CLAP, qui vous les reverseront individuellement à chaque professionnel. La structure qui va recevoir l'argent, c'est l'ESP CLAP, qui vous refinancera pharmacien, médecin, voilà. Oui, c'est vous qui choisissez le projet. C'est vous qui choisissez le projet. Mais en coordination avec eux. Alors j'ai une question qui est de nombreux avantages conventionnels dépendent de l'appartenance à une structure coordonnée. Pourquoi cette condition alors qu'il n'y a pas de lien entre eux? Bon, ce n'est pas à vous, pharmacien, que je vais apprendre le principe de la vente liée. La vente liée, c'est quand on négocie avec quelqu'un, lui a un intérêt, nous on en a un autre, et lui, son intérêt, c'est d'essayer de nous faire adhérer à son projet à lui. Et l'assurance maladie et l'État souhaitent véritablement, et ont mis en numéro 1 de leur desiderata, de mettre en œuvre l'exercice coordonné. Et donc, ils nous ont dit, vous voulez autre chose, vous voulez le financement des cabines de télémédecine, vous voulez le financement de votre informatique pour le truc, pourquoi pas. Mais nous, c'est ça qu'on veut. Donc nous, il faut que qu'on remplisse cette condition pour avoir droit au reste. Voilà. Un peu comme quand vous négociez avec un laboratoire, il vous dit je veux bien vous donner le blockbuster que vous voulez, mais il faut commander aussi ça, que vous ne voulez pas. Et puis vous le commandez, parce que vous voulez le reste. Voilà. Donc c'est tout simple. Je vous donne, on est entre nous, et je suis en plus en visio, donc il y aura très peu de gens qui regarderont. Mais la négociation, c'est ça. Chaque partenaire conventionnel arrive avec ce qu'il a envie de mettre en priorité sur la table pour ses mandants. Et donc l'assurance maladie devait, dans sa volonté forte, promouvoir l'exercice coordonné et dire il faut que tout le monde soit en exercice coordonné. Donc ce n'est pas que pour les pharmaciens, c'est la même chose pour les médecins, c'est la même chose pour les infirmiers, c'est la même chose pour tous les autres. Tout le monde a cette obligation d'adhérer à un exercice coordonné comme élément socle des rémunérations sur objectifs de santé publique. Une autre question? Oui.
Je vais commencer la réponse et puis ça vous laisse le temps de réfléchir à la question pour vous. Sur OSIS, donc c'est un projet qui est effectivement monté par les URPS. Donc c'est un accord entre l'URPS médecin et l'URPS pharmacien de Bretagne. Et ça concerne la prise en compte d'un certain nombre de maux bénins du quotidien. C'est une expérimentation qui vient de la Suisse, de Pharma Suisse, qui a été achetée en fait à la société Pharma Suisse pour être reproduite en Bretagne et qui concerne exclusivement des produits de médication, de prescription médicale facultative. La prise en charge du protocole de produits de prescription médicale facultative, ce n'est pas ouvert à des produits de prescription médicale obligatoire, comme c'est le cas pour la cystite ou pour l'angine, puisque on parle d'antibiotiques dans ces deux cas. Donc OSIS, c'est un peu différent. Par rapport au protocole, il y a deux façons d'envisager le sujet. Le sujet de la délégation, qui est le sujet des protocoles définis par la HAS. La délégation, il faut comprendre qu'il y a un délégant et un délégué. Le délégant, le mentor, c'est le médecin. Et c'est lui qui décide de déléguer une partie de ses actes à un autre professionnel, un infirmier ou un pharmacien par exemple. Le pharmacien peut se porter volontaire, mais il faut qu'il trouve un médecin délégant. Parce qu'en fait, c'est le médecin qui délègue une partie de ses actes. Okay ? Donc, qu'est-ce que doit faire le médecin ? Le médecin, il doit former le professionnel infirmier ou pharmacien à faire son acte de diagnostic et de prescription. Une fois que l'acte est fait, une fois que la formation est faite, le pharmacien va utiliser le logiciel du médecin, va faire l'examen clinique du patient en lieu et place du médecin, va faire ensuite le diagnostic, faire le traitement, poser le traitement, éventuellement prescrire un arrêt de travail et partager la rémunération du médecin, c'est-à-dire les 25 € du médecin. D'accord ? Donc c'est un partage des 25 € du médecin. C'est fait dans les MSP, auquel cas les 25 € sont versés à la MSP, qui en garde une petite partie et qui dispatche entre le pharmacien et le médecin le reste. Dans le cadre de l'expérimentation de cet été, c'était possible en CPTS. François Braun, à l'ordre, ce matin, vient de dire qu'il souhaitait le poursuivre, mais il n'y a pas encore le texte réglementaire qui permet de le poursuivre, mais on espère que ça va être vite. Donc ça veut dire que le médecin délégant peut être n'importe quel médecin de la CPTS. Donc en gros, vous trouvez un médecin qui est potentiellement à 70 km de chez vous. À partir du moment où il accepte d'être votre délégant, vous pouvez faire les actes en lieu et place de lui et donc faire ces protocoles, soit angine, soit cystite, les 4 protocoles de la HAS. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes les spécialistes du médicament. Donc nous souhaitons vérifier dans quel cas on peut, de façon protocolisée, faire de la dispensation de certains médicaments qui sont, pour l'instant, en prescription médicale obligatoire. En gros, pour l'instant, il y a 2 catégories de médicaments, les PMF et les PMO. Le paracétamol, oméprazole dans les PMF, les antibiotiques, anticancéreux, tout ça dans les PMO, les antalgiques de palier 2 dans les PMO. Et nous, on prétend qu'il y a une zone grise où, dans certains cas, pour certaines personnes, dépendant de son dossier, dépendant de la présence ou de l'absence de médecin, de la présence ou de l'absence de médecin traitant, il est opportun de délivrer le médicament. C'est le cas pour les triptans, pour des migraineux équilibrés. C'est le cas pour la phosphomycine, dès lors qu'on a pu prouver que c'était une cystite bactérienne. C'est le cas pour certaines formes d'angine, si on a pu prouver que c'est une angine strepto. C'est le cas pour, en un cas de douleur dentaire importante pendant une permanence des soins sans dentiste, il faut un antalgique de palier 2. Donc il y a toute une série de cas où on parle de dispensation protocolisée, c'est-à-dire on améliore l'accès du patient, l'accès direct du patient aux médicaments. C'est différent. Ces 2 cas sont différents. Nous militons pour le deuxième. Voilà. Maintenant, on n'est pas contre, et je vous donne la parole, on n'est pas contre répondre aux besoins de certains médecins qui veulent déléguer
parce qu'il en existe. Il y en a plus de 200 qui l'ont fait en France, les protocoles Brown de cet été. Donc il y en a eu. Oui, et puis vraiment en complément, je trouve ça très intéressant les deux approches que vous mentionnez, Monsieur le Président. En fait, on a vraiment ces deux approches sur les protocoles de soins non programmés. Vous avez raison de dire, honnêtement, CPTS cet été, à partir de mesures Brown, on n'en a pas eu en région de protocole. Pour autant, en maison de santé, les protocoles de soins non programmés ont commencé à se déployer. On en a un exemple en Vendée, notamment, qui ont pu être déployés. Et j'irais dire, on a aussi un rôle d'incitation. J'entends en creux ce que vous évoquez auprès des médecins. Et la chance qu'on a justement en région, c'est d'avoir une organisation en inter-URPS. C'est-à-dire que vraiment, les URPS discutent les unes avec les autres. Il y a une association des inter-URPS et justement un accompagnement qu'on a avec l'assurance maladie en lien avec l'inter-URPS pour faire aussi bouger les projets de santé des CPTS. Et justement, pour travailler sur ces questions-là, pour inciter aussi les médecins qui ne sont pas forcément toujours peut-être prompts à l'exercice interprofessionnel et pour autant qui sont à 6 000, 7 000 actes, 8 000 actes. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il faut quand même se poser des questions en termes d'organisation et pour lesquelles on a vraiment ce rôle aussi d'incitation, d'impulsion. Donc, je veux le dire, et au niveau régional, c'est un peu la chance qu'on a, parce que c'est quand même une structuration historique d'avoir ce dialogue interprofessionnel. Donc on peut le porter, évidemment, vous avez raison de dire, c'est une action d'abord de terrain, mais on peut aussi avoir cette impulsion régionale. Oui. Je vais compléter sur l'implication de tous et la bonne coordination entre tous les professionnels au sein d'une structure d'exercice coordonné. Et au fond, en creux de votre question ou de votre remarque, c'est le partage que les médecins acceptent de faire de leur travail avec les autres professionnels. Il faut voir d'où on part et où on veut aller. On part d'un système de santé où, pour le dire très schématiquement, vous l'avez dit, le médecin prescrit, le pharmacien dispense, l'infirmière fait des pansements et des piqûres, le kiné, si j'ose dire, manipule, dans le bon sens du terme, vous m'avez compris, et la sage-femme suit des femmes enceintes. Grosso modo, schématiquement, le système de santé, à la base, c'est ça. Et on dit, on veut parvenir à un modèle complètement différent, un peu révolutionnaire, où, au fond, on met au point commun les compétences de chacun, et les pleines compétences de chacun, le pharmacien comme spécialiste du médicament, et pas simplement dispensateur, mais spécialiste pleinement et entièrement du médicament, le kiné comme spécialiste de l'appareil locomoteur, etc., etc. On met tout ça au pot commun, on est sur un pied d'égalité, il n'y a pas de hiérarchie, comme je l'entends souvent, où certaines professions médicales souhaitent régir les exercices coordonnés et être dans une logique hiérarchique. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que dans notre système de santé, les problèmes qu'on a à résoudre, c'est des problèmes dits complexes. C'est des patients chroniques, c'est des personnes qui ont de multiples pathologies, qui ont des histoires de vie extrêmement compliquées. C'est la réalité aujourd'hui. C'est l'essentiel du travail des professionnels de santé. Et pour gérer ces problèmes-là, ça ne marche pas les modèles hiérarchiques. On a l'exemple dans d'autres champs d'activité que la santé, mais pour résoudre des problèmes complexes, on ne peut pas le faire avec des modèles hiérarchiques. Ça peut être que de manière, on va dire, décentralisée et où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et bien évidemment, pour passer du modèle dont on part au modèle où on veut arriver, parce que c'est une nécessité vraiment fondamentale pour assurer la prise en charge de nos patients, des patients, forcément ça va prendre un peu de temps, parce que ça bouscule une culture profondément ancrée, non seulement dans la culture médicale, mais dans la culture de toutes les professions de santé. Et je terminerai mon intervention en m'appuyant sur les propos de Philippe Besset comme de Florent Pouget. Je pense que la solution, en fait, elle est entre les mains de chacun, les expérimentations qui ont été citées, comme vous dites, et je crois, au fond, à l'intelligence collective des professionnels, mais en proximité. Ils vont se parler à travers les CPTS, ils vont se parler à travers les projets d'article 51 comme OSIS ou comme Octave. Et c'est à travers ces discussions, ces débats, parfois, je pense, un peu houleux, mais c'est nécessairement à travers ces discussions de proximité qu'on parviendra au modèle idéal que je citais en propos introductif. Avant que vous preniez peut-être une dernière question, une dernière question, je vais laisser un mot donc à Servan sur Libre, soit sur l'exercice coordonné, soit sur tout autre sujet de la Convention. Un terme qu'on n'a pas beaucoup utilisé, mais comme vous allez tous être à Rennes la semaine prochaine, on le fera la semaine prochaine, c'est que tout ça, ça va être quand même beaucoup aidé par la révolution numérique que nous mettons en œuvre, tant avec dans l'espace numérique de santé qu'avec les logiciels Ségur.
Donc ça, je vous invite vraiment à vous emparer de ça, parce que c'est avec ça que nous allons avoir d'abord le plein dossier du patient, et donc on va pouvoir être son pharmacien correspondant et pouvoir mieux interagir avec le reste de l'écosystème. Servane, parole libre. Alors moi, je ne vais pas vous parler de la convention, je vais plus vous parler de la formation. Je pense que vous avez vu le communiqué de presse que l'ANEP a fait sur les 1100 places vacantes. Précisément, on est à 1111 places vacantes en deuxième année cette année. C'est autant de pharmaciens qui ne sortiront pas diplômés dans 5 ans, et sûrement encore plus avec tous les gens qu'on va perdre en cours de route pendant notre formation. J'en profite d'être face à vous, pharmaciens, pour que lorsque vous receviez des étudiants ou même des collégiens en stage dans vos officines, de leur montrer le vrai travail de pharmacien. On sait qu'on doit passer par le rangement des cartons dans les officines, on le sait, on est conscient, mais quand on a des étudiants qui viennent nous voir en nous disant « mais moi, jamais de la vie, je ferai officine parce que ranger des cartons toute la journée, moi, c'est pas ce que je veux faire toute ma vie », ben moi, vraiment, ça me fait de la peine parce que je sais très bien que le métier de pharmacien, c'est pas ça. Donc vraiment, quand vous avez des étudiants, des collégiens, des lycéens, certes, ils ne dispensent pas au comptoir, et ça, on est bien d'accord, mais montrez-leur ce que c'est, prenez-les sous votre aile et montrez-leur ce que c'est le vrai métier de pharmacien d'officine, parce qu'on a vraiment un beau métier, donc montrez-leur, c'est tout. Merci Servane. Est-ce qu'on peut, monsieur le doyen, est-ce que vous avez un micro, parce que vous voulez intervenir, mais est-ce qu'on a un micro à faire passer ou pas? Il y en a un devant. On vous amène le micro. Non, vous avez une grosse voix, mais le replay ne va pas le prendre. Allez, venez. Allez, je vais me déplacer. Ah si, c'est bon. Oui, bon, nous sommes tous très inquiets. Hein. Il nous manque 1100 étudiants. Il en manquera 1100 encore cette année. Ça fait 2200 en 2 ans. Donc, si on n'inverse pas la tendance, ça va être assez catastrophique. Et l'exercice coordonné va être difficile. On le voit bien quand même clairement. Alors, on a fait de la communication. On a alerté les pouvoirs publics. On travaille avec l'ANEP. Enfin, je pense qu'il va falloir faire aussi des communications. On va regarder avec le LEM pour faire de la communication. Ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir sur des communications sur le métier du pharmacien, sur des spots télé, mais je pense que l'officine peut être un très bon rôle, et ça faisait partie des idées qu'on avait un peu évoquées, c'est quelque part d'avoir finalement dans l'espace de l'officine, avoir un outil de communication pour les métiers, quelque chose visuel peut-être à créer, puisque finalement il y a des patients qui sont en attente avant d'arriver au comptoir pour se faire prendre en charge, peut-être avoir un système qui justement présente tous les métiers avec des visios et des choses comme ça, c'est peut-être une idée, parce que finalement, on le sait bien, le problème de la pharmacie aujourd'hui, c'est que les lycéens ne connaissent pas la pharmacie parce qu'ils ne sont pas malades. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle la plupart du temps. Et quand ils sont malades, c'est plutôt... Oui ? Comment ? Non, mais c'est pas ça. Non, mais il faut bien analyser la situation. Mais ils ne connaissent pas le métier. Un étudiant, il veut connaître un métier. Le métier de médecin, il se l'imagine. Il a vu un médecin. Il s'imagine un dentiste. Pharmacien, il ne sait pas bien. Bon, on a fait pas mal d'enquêtes là-dessus. Et donc, pour pouvoir l'orienter, il faut que quelque part, il puisse avoir accès le plus tôt possible, par différentes façons, sur ce que ça représente. Honnêtement, et vous faites l'analyse auprès d'étudiants qui font des écoles d'ingénieurs, ils voient l'école d'ingénieur, parce que pour eux, c'est une ouverture sur plein de choses, sans voir visualiser le métier. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui. On fait des enquêtes auprès des lycéens. Qu'est-ce que c'est que la pharmacie ? Bah oui, c'est le magasin qui est au bout de la rue où mes parents vont de temps en temps. Je reprends l'analyse. Donc, il faut qu'on... peut-être, si les parents, quand ils viennent dans les officines, voient des espèces de visuels sur tout le potentiel des métiers, quand ils vont revenir chez eux, ils viendront dire à leurs enfants, tiens, j'ai vu un truc qui est plutôt pas mal. Et on le voit bien sur les JPO, quand même, on commence à accrocher, même si on a encore des déficits. On le voit sur les JPO, il y a des échanges avec les parents sur la diversité. On dit toujours pharmacien, ingénieur, parce qu'on est capable de faire de l'officine, de l'hôpital, de l'industrie et plein de choses dans l'industrie. Donc c'est ça qu'il faut faire, parce que de toute manière, autrement, ils sont tous orientés, quand ils font dans le système, sur médecine. On dit tu feras médecine, et puis si tu n'arrives pas à faire médecine, tu feras bien autre chose à un moment donné.
fait pharmacie par exemple. Donc, on le voit bien, c'est comme ça. Donc il faut, le message c'est d'attirer, aujourd'hui on ne marche que comme ça, hein, il faut attirer. Et donc je pense que les officines pourraient être un très beau relais, on pourrait avoir une vraie réflexion sur comment, sur des trucs simples, hein, voilà, il faut que ça, des choses qui tournent, qui ne prennent pas beaucoup de place, mais qui à un moment donné, les parents, ils reviennent en disant « Ah mais j'ai vu des métiers, je ne pensais pas que ça existait, je ne savais pas comment ça se faisait, surtout je ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu devrais regarder. » Merci. Oui, une dernière question ou intervention? Alors, on va même beaucoup plus loin. Parce que ça, je ne veux pas rentrer dans le débat du sujet, mais c'est un des vrais sujets. Aujourd'hui, pratiquement tous les amis qu'on a qui ont des enfants en âge de faire pharmacie viennent nous voir en nous disant « Écoute, il veut faire pharmacie. » Alors, on est plutôt content. Des pharmaciens qui veulent faire des pharmaciens, on va surtout encourager ça. Et ils me disent « Quelle est la bonne voie ?» Et alors là, c'est ça notre problème. C'est que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, on le dit clairement, on l'a dit au ministre, c'est impossible. Et un étudiant, quand il commence à rentrer, quand il vient chez nous, il met son DA sur les bancs de la fac, il ne pense qu'à une seule chose, c'est l'examen classant. On peut lui raconter n'importe quoi, il est obsédé. Et lui comprendre que s'il passe par la voie de droite, puis la voie de gauche, il revient et qu'il a le droit à une 4e chance, il ne comprend pas. Mais ça, on le sait, hein. C'est effroyable. Mais on l'avait dit dès le départ, hein, de toute manière. C'est un des principaux problèmes. Non, c'est pas que. Oui, pardon. Je vais vous passer. On a étudié et donc avec le Conseil de l'ordre, donc on étudie pas mal les différents sujets qui sont constitutifs de notre problème actuel. Et il y a effectivement plusieurs types de sujets. On voit le sujet de la réforme PASLAS. C'est pas le seul, parce qu'en fait, ça fait déjà un petit moment qu'il y avait déjà une désaffection de certaines filières, et notamment de la filière officine. Donc une des problématiques que nous avions identifiées, nous, c'était que il fallait faire vraiment un virage vers la santé, parce qu'en fait, on fait des études de santé, et en gros, à la fin de nos études, on faisait du commerce. Donc on a fait cette révolution, donc il y a maintenant plus de 10 ans, pour remettre le métier sur la voie de professionnels de santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres items qui sont aussi importants, l'attractivité du diplôme, les rémunérations, tout ça, ça compte également. La qualité de vie au travail, le fait de devoir partager le temps de travail. On est des métiers qui font des gardes, on est des métiers qui sont ouverts le samedi. Bonjour les grossistes, répartiteurs 2 fois aujourd'hui. Bonjour. Donc, qui sont ouverts le samedi. Donc, on a des choses à faire sur l'attractivité de la branche. Voilà. Et donc, on a également ce diplôme. Il faut qu'on traite tous les sujets. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Je pense que ce que disait monsieur le doyen, c'est en effet très juste sur notamment la question de l'algorithme aussi de Parcoursup. Hein, c'est un sujet, et en région, donc par les Pays de la Loire, on va initier un travail. Donc vous êtes évidemment associé, hein, le milieu de l'université, pour travailler justement sur des expérimentations. Donc on va s'y lancer au niveau de l'ARS pour travailler sur justement faire en sorte que aussi il y ait moins d'échecs non seulement lorsqu'on est rentré en formation, mais aussi faciliter le choix et faire en sorte que les personnes qui rentrent en formation soient les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vocation sur les métiers de santé. Vous avez raison de dire, je pense c'est qu'un métier à vocation. Hein, je pense malgré tout ce qu'on peut en dire, et des déficits d'attractivité qui sont quand même passionnants, et on voit tous les enjeux que vous avez évoqués. Et donc le sujet, il est en amont. Maintien en formation, vous l'avez abordé, je pense à la question du maintien en stage et maintien en exercice. Et là, je pense que clairement, tout ce que vous avez pu évoquer, convention médicale, enfin, des conventions pharmaceutiques, excusez-moi, mais en lien avec la convention médicale aussi, non, mais parce que les sujets sont aussi interprofessionnels, on a vraiment besoin de travailler sur ces maintiens en exercice pour éviter de la déperdition à ce niveau-là. Et donc, on a au moins 3 ou 4 leviers, épisodes de vie, sur lesquels il faut vraiment structurer et fidéliser les jeunes et les professionnels en exercice. Oui. Oui, alors oui, mais c'est différent. Alors en fait, il y a un problème majeur de pharmaciens hospitaliers et de pharmaciens biologistes. Nos représentants ordinaux ce matin, c'était la journée de l'ordre ce matin, donc les
les présidents de section à la fois hospitalière et biologie nous expliquaient que là, la problématique, c'était le nombre de places ouvertes au concours de l'internat. En fait, il n'y a pas suffisamment de places ouvertes au concours de l'internat, ce qui fait que, comme il y a énormément de besoins, il y a des déficits, tant à l'hôpital qu'en biologie. Il nous manque 100 pharmaciens hospitaliers à former par an, pendant au moins 5 ans pour arriver à l'étal, et sur les biologistes, ils sont sur une cinquantaine, sachant que c'est un peu différent de la structure. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre, le LEM nous demande 20% de pharmaciens en plus. Il y a un paradoxe qui est inimaginable. On pourrait aujourd'hui offrir 20% de plus de pharmaciens, quelle que soit la discipline, et on ne comblerait pas le truc. Et on n'arrive pas à avoir des pharmaciens sur les 3 disciplines. C'est une catastrophe, oui, mais tout le monde a le même problème. Et surtout, il y a un deuxième problème, c'est que à partir du moment, mais c'est un phénomène qui se coule, c'est-à-dire à partir du moment où on va arriver à ces 2000 étudiants qui vont apparaître en 5e année, enfin ces 1000 étudiants au moins en 5e année, ça veut dire qu'on va être obligé de réduire les places de l'internat de façon drastique, parce que sinon on va déshabiller effectivement directement la filière officine. Mais par contre, j'ai un côté positif aussi à vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on va faire l'enquête là, mais sur beaucoup de facs de pharmacie, on assiste vraiment à une envie des étudiants d'aller vers l'officine. On voit déjà que ça revient. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne le voyait plus. On voyait une désaffection indirectement. Et là, ils ont envie. Je pense que l'évolution du métier, ce que vous avez évoqué, c'est s'occuper du patient. Et ça donne du sens à leur métier. Et ils vont vers l'officine avec plaisir et ils disent pourquoi aller faire l'internat? Pourquoi aller faire quelque chose? Là, finalement, je vais faire un bel exercice. Donc il y a quand même un petit peu, allez, on va dire, une lueur d'espoir dans cet océan de tristesse. C'est un métier qui attire encore, c'est bien. Je pense qu'on va en terminer sur cette note positive, si vous voulez bien. Parce que, en fait, j'ai réussi à trouver une note positive, je la cherchais. Donc, monsieur Doyen, merci pour cette note de conclusion. Merci à vous tous et toutes. Donc, dès demain, vous regardez le e-book et vous vous lancez. Sur cette année, sur ce début d'année 2023, il y a focus, dépistage, vaccination et surtout vaccination. Donc, crantez sur ça et vous faites tout le reste aussi si vous faites exercice coordonné. Mais vaccination, dépistage, c'est le message pour demain.